Voilà, là vous allez m'entendre. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez euh, sur The Débrief, le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Alors vous inquiétez pas, ce soir je ne suis pas tout seul, il y a un certain Linkin Hybrid qui va apparaître. Non, sous vos yeux ébahis. Alors attendez, parce que vous voyez, le seul problème c'est que Linkin est en caméra, mais vous voyez, je ne l'ai pas mis. Donc vous ne le verrez pas, tout simplement. Regarde, on va faire la manœuvre en direct. Et voilà. Et en même temps, vous voyez, je vais partager à mes amis. On fait tout en direct. Hein. Ce soir, il n'y a pas la... C'est place à l'impro. Voilà, comme ça, mes amis, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez voir le retour du live pour ceux qui sont avec moi. J'espère donc que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end de Formule 1 à Jeddah en Arabie Saoudite, deuxième circuit le plus long de la saison après bien sûr le Grand Prix de Spa-Francorchamps. On va le débriefer ce soir bien sûr, on va reparler évidemment du cas Fernando Alonso qui aurait été un cas emblématique. Alors non, Capucine, Louis n'est toujours pas là, en fait il passait les épreuves de spécialité cette semaine, donc il a été... dispensé de débrief, Capucine. Mais il revient dans 2 semaines. D'ailleurs, on va en reparler, mais le prochain débrief, il se pourrait que ce soit le dimanche du Grand Prix, tout simplement. Puisque le prochain Grand Prix, souvenez-vous, c'est le Grand Prix d'Australie. Il sera à 7h du matin le dimanche. Donc, mais on vous en reparle de toute manière. Ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux. Pour m'accompagner ce soir pour parler de ce débrief et surtout de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, j'ai l'honneur d'accueillir bien sûr Linkin. Salut Linkin. Salut Valentin, salut Zeus, salut à tous, c'est ici que ça se passe. Excusez-moi, j'ai un peu éternué. Et euh, pour m'accompagner en plus de Linkin, et pour remplacer Mister Louis au pied levé, j'ai l'honneur d'accueillir celui qui n'est pas un mytho. Hein, il n'est pas de la mythologie non plus. Il s'appelle Zeus. Salut Zeus. Salut Val, salut LinkedIn, salut le chat. Non, toujours pas mytho et j'ai bien failli dormir devant la course, mais ça on en reparle. Ah là là, on rigole bien. Bon, les gars, tu résumé de votre week-end devant la Formule 1, c'était comment alors? Zeus, Ah bah alors, devant la F1 soporifique, devant la F2, je me suis éclaté. Déçu mais éclaté. Ouais. Et toi, Linkin? bah moi la F2 j'ai pas tant regardé que ça parce que évidemment contrainte de boulot oblige, mais bon bah la F1 ça n'a pas été si folichon que ça. Mais ça va, je me suis bien meublé parce que j'avais encore, je travaillais un petit peu aussi sur mes rushs de la première émission LinkedIn Limite, que d'ailleurs, et d'ailleurs prochain tournage, je l'annoncerai en fin de débrief. Alors, c'est peut-être normal, Capu. On va. Alors, s'ils sont très forts, c'est parce que moi. Euh, euh, Pardon, excusez-moi. Non, non, Capu, je vais les régler, les micros de Linkin et de Zeus. S'ils sont un petit peu trop forts, on va les réduire un tout petit peu. C'est peut-être sur le Discord qu'ils sont un petit peu trop pulsés. Effectivement, le micro de Zeus est à 200%. Hein. On t'a mis... Ça fait un peu beaucoup, ouais. Zeus, on t'a mis à fond. Voilà, j'ai réduit et sur... peut-être aussi que j'augmentais un tout petit peu le mien, Capucine. Voilà, peut-être que là, vous m'entendrez un tout petit peu mieux. Et je vais essayer de bien parler devant. Parce que vous voyez, il est comme ça, mon micro. Donc, vous voyez, il faut vraiment que je parle bien dedans. Là, c'est un peu trop, vous voyez. Je regarde le petit niveau. Je remets la bonnette. Voilà, vous voyez, on fait tout en direct. On vous explique tout. Voilà, et on s'excuse aussi du léger retard. Il y a eu un petit retard. Bon, ce soir, dans ce débrief, on va donc parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On va bien sûr parler des infos de la F1. On va parler de F2 aussi.
Et puis, et puis après, on parlera de ce que vous voulez. Après, donc 1h30. On est parti, messieurs. Let's go. On commence d'abord par, comme d'habitude, le petit tour de Louis à Jeddah. Donc Jeddah, messieurs, circuit de 6 km 100. Deuxième circuit le plus long après le circuit de Spa-Francorchamps. Et ce premier, ce deuxième virage, gauche-droite, ce premier S. Alors Jeddah, sa particularité, c'est que c'est entre les murs, bien sûr, mais c'est surtout beaucoup de courbes rapides. N'est-ce pas ? Exactement. On le voit, ces enfilades de virages, gauche, droite, des doubles droits, des doubles gauches. Et puis on va arriver... Oula, vous voyez que Louis, il a un peu sauté les vibreurs. Et on va arriver à ce fameux virage en parabolique, celui dans lequel Lance Stroll a fait l'extérieur à Carlos Sainz au départ de la course. Ouais, Capu, effectivement, ça fait bizarre de le voir 2 jours, effectivement. Quand Louis avait fait ce petit tour, il l'avait fait 2 jours. Je pense que le mode nuit n'existait pas. Vous savez, il les faisait sur Assetto Corsa, les tours. Donc, ça n'existait, le mode nuit n'existait certainement pas. Mais la course est bien de nuit, évidemment. Virage 13, cette longue parabolique dans laquelle Lance Stroll a doublé. On continue, bien sûr, dans le deuxième secteur, un circuit qui se situe sur la corniche. Alors, vous saviez qu'à un moment donné, ce circuit ne devait exister, je crois, que pour 1 année. Et ensuite, il aurait dû se déplacer à Qiddiya, toujours en Arabie Saoudite, mais ça ne s'est pas fait, en fait. Pour l'instant, ça restera à Jeddah, sur la corniche. Ça se fera bien un jour. C'est vrai, Zeus. Et donc, on arrive, les virages 22 et 23. Alors, je rappelle qu'il y a eu des petites modifs sur ce circuit, notamment des modifs de DRS. Parce que vous allez voir que vous avez l'ancienne version du circuit avec la ligne DRS avant le dernier virage. Là, c'est plus le cas. Maintenant, la ligne de DRS était juste après. On en reparlera, Capucine, du changement de DRS. Voilà, et puis vous allez arriver sur la ligne de départ, arriver un tour de 6 km 100. Est-ce que vous, messieurs, c'est un circuit que vous aimez à la base ? Je commence par Zeus, Linkin, si tu me le permets. Zeus. Pas de souci. Alors, à regarder, oui, parce qu'il peut y avoir des beaux dépassements, comme tu l'as dit, comme Lance Stroll sur Sainz au premier tour. Un magnifique extérieur qu'il a réussi à rentrer. Après, avec des voitures qui sont pas forcément équivalentes ou une réalisation qui montre pas forcément ce qu'il faut, on voit pas trop ce qui se passe non plus. Parce qu'il y a une super bataille entre 2 pilotes, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais qu'on n'a pas vu du tout et qui a duré toute la course quasiment. Et sinon, oui, non, j'aime bien. En termes de technicité, il est plutôt pas mal comme circuit. Et toi, Linkin, tu en penses quoi de Jeddah ? On rappelle, arrivé au calendrier en 2021, que vous avez ouvert une course spectaculaire avec 2 drapeaux rouges, des accidents et des controverses en 2021, qui nous a offert un spectacle au DRS entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Et puis cette année, voilà. T'en penses quoi, toi ? Alors peut-être que je vais un peu surprendre tout le monde, mais en fait je trouve que ce circuit est beaucoup plus adapté au F1 actuel. Tu regardes 2021, c'était pas forcément ça parce que justement les voitures étaient plus larges. Là je trouve que cette année, et puis même depuis l'année dernière, je trouve que ça va mieux. Après, alors est-ce que c'est le contexte aérodynamique qui fait ça ? Ça j'ai envie de dire, ça il n'y a que le temps qui le dira. Mais bon, j'ai envie de dire plutôt pas mal. Voilà. Eh ben moi, écoutez, c'est un circuit que j'ai appris à apprécier. Parce qu'au départ, c'est vrai que je trouvais un peu... Je me suis dit, ouais, c'est des enchaînements de gauche, de droite, de virage. Mais il est quand même intéressant parce que sur ce circuit, ce qui compte, il faut à la fois avoir un très bon châssis, une voiture qui est assez maniable, qui s'insère bien dans les virages. Mais il faut aussi avoir un bon moteur. Parce que sachez que Jeddah, c'est le 2e circuit en termes de moyenne de vitesse après Monza. Je crois que ça doit être dans les 240, dans les 240 km/h de moyenne. Si je dis pas de bêtises, sur un tour rapide. En course aussi, ça doit être une des moyennes les plus hautes avec Monza. Puis bientôt, il y aura Las Vegas, donc vous allez voir. Mais voilà. Je suis pas pressé. Las Vegas, ça sera pas aussi rapide. Je te le dis, ça sera pas aussi rapide vu le dessin du circuit, c'est pas du tout prévu comme ça.
Bon, on verra bien de toute manière. Ce sera qu'au mois de novembre. On a le temps encore. On a encore. Oui, exactement. Mais à mon avis, je pense qu'on tombera plus dans une configuration style Baku. Ça tombe bien. Bakou, c'est dans un mois. C'est dans un mois. Donc voilà, et qui sera l'autre d'ailleurs de la première des 6 courses sprint de la saison de Formule 1. Voilà. Ouais. Et il y a un sprint à Bakou cette année, oui, j'avais totalement zappé, tu vois. Et ouais. Et, Ça va être marrant entre les murs. et du coup, bah voilà. Salut Atlantis. Bon, une fois qu'on vous a dit ça, alors on voudrait revenir sur une info du paddock. Alors j'ai pas l'image, mais on va en reparler, messieurs. Sachez que le Grand Prix d'Autriche sera présent en calendrier jusqu'en 2027. Ça a été signé cette semaine. Donc on verra Spielberg en Autriche jusqu'en 2027. Bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle pour la Formule 1? Ce renouvellement de contrat jusqu'en 2027. Pas Linkin? vraiment d'opinion. Ah pardon, pas d'opinion. Pardon, désolé. Linkin? Oui, non, mais là, j'essaie de se parler parce que il disait quelque chose et on n'a pas totalement bien compris. Non, je disais pas vraiment d'opinion parce que c'est un circuit quelconque, je trouve. Ok, Tout simplement. d'accord. Oh, l'Autriche, j'avoue que je préfère ça que par rapport à certains autres circuits. Donc moi, franchement, j'y vois aucun inconvénient à ce qu'il soit reconduit. Voilà. On rappelle que l'Autriche fait partie des historiques de la Formule 1 présents depuis les années 80, Linkin. Même dans les années 70, je me demande s'il n'y avait pas déjà un Grand Prix d'Autriche. Si, mais je ne crois pas qu'il était à Non, Spielberg. il n'était pas encore à Spielberg. D'ailleurs, avant, vous saviez qu'on l'appelait le A1 Ring avant qu'il s'appelle le Red Bull Ring. Oui, Oui, c'est un ring, ouais. exact. Voilà. Exact. Voilà. Après, parce qu'il est historique, il a beau être historique, personnellement, je le trouve un peu quelconque. Personnellement, je les trouve quelconques. Mais tu as le droit, Voilà, mon petit. Il faut savoir qu'en fait, vous savez qu'il a été sur plusieurs circuits. Hein. Il a d'abord été sur le circuit de l'aérodrome de Zelzweg. Ça, c'était dans les années 70. Après, ça a été l'Österreichring. Vous savez, ce grand circuit, mais toujours situé à Spielberg d'ailleurs. Et puis ensuite, il a été renommé A1 Ring avant de devenir aujourd'hui le Red Bull Ring. C'était le A1 Ring en 1997. Et puis après, il a été recouru en 2014. Vous le savez, depuis 2014, il est au calendrier. Voilà. Oh, Atlantis, j'adore l'orthographe que tu donnes parce que là, franchement, ça donne de quoi éclater de rire. Ah, Atlantis, c'est le roi des blagues. Oh là là. Rigoler un peu, sinon le débrief serait pas très fun. Voilà. Exactement. Donc ça, c'était la nouvelle de cette semaine. Voilà. Donc le renouvellement du Grand Prix d'Autriche au calendrier jusqu'en 2027. Voilà. Tiens, il y a un petit point je sais qu'on a manqué de peut-être un point technique, mais en fait, c'est pas vraiment un point technique. J'ai juste apporté vite fait une info qui est parue dans le paddock aussi. Une info technique. C'est un peu entre guillemets. Vas-y, voilà. C'est que non, c'est très rapide. Non, c'est très très rapide. C'est juste que Ferrari a renforcé son support de l'aileron arrière. Oui, Sur le support central parce que malheureusement il ballottait. Ouais, parce que malheureusement il ballottait comme ça. Eh oui, ce qui est pas très conseillé. Voilà. Oui, ce qui n'était pas conseillé, mais non seulement on avait connu ces histoires en fait de oh purée tu sais comme le coup des battements d'ailes à Bakou et Monaco en 2021. Oui. Tu sais, ça ressemble un peu à ce même type de système, mais sauf de droite à gauche. Et malheureusement, ça, évidemment, avant que ça déclenche une polémique, Ferrari a de suite anticipé pour renforcer ça. Bon, et c'est une chose de fait, mais ça n'en convient pas la performance qu'ils ont fait cette année. Mais ça, on va y revenir. Voilà. Ça, c'était mon petit point info technique à évoquer. Ah bah t'as raison.
Du coup, Capucine disait que le changement de la ligne de DRS a tout gâché le spectacle en course. Est-ce que vous le pensez aussi à Jeddah, le fait qu'on ait bougé la dernière ligne de la zone de DRS de avant le dernier virage à juste à la sortie du dernier virage? Ouais, je suis d'accord avec Capu, ouais. Enfin, vraiment là-dessus, ouais. T'avais avant une plus grande marge justement pour pouvoir dépasser. Ouais. Après, je pense malheureusement, Capucine, que ça a été fait exprès à cause des précédents entre Lewis et Max et entre Max et le Charles, malheureusement. Ouais, mais après, Ouais, mais là, ça changeait quand même pas qu'au final, je crois que c'est Verstappen qui l'a fait 2 ou 3 fois, qui freinait plutôt à l'amorce du virage, justement pour pouvoir ressortir derrière et avoir le DRS après derrière. Donc oui, ça a un peu gâché le spectacle aussi au final. Bah, le problème, c'est que c'est toujours le jeu du DRS en réalité, hein, Oui. malheureusement. C'est le jeu de cet artifice. Il est bien là le problème, malheureusement. Mais bon. Euh, Mais voilà. Bon, alors, avant de parler de Formule 1, on va parler de Formule 2, parce qu'en plus de la Formule 1, il y avait de la Formule 2 ce week-end. On va regarder les résultats des courses sprint et longues. La course sprint du samedi a accouché. Alors, d'abord, on soulignera que Victor Martins a éclaté tout le monde en qualification. Il a fait un peu comme Théo à Bahreïn, 7 dixièmes de coller à tout le monde. Mais du coup, en course, finalement, eh bien, Ayumu Iwasa a gagné la course sprint. Ah non, Valkyria, le jeu du DRS ne se vend pas à Micromania. Ayumu Iwasa l'a emporté devant Victor Martins et Jeanne Darouvala. Ralph Boschung 4e devant Kouchmeni, Frédéric Vesti, Jack Duen et Denis Auger. Voilà le top 8 de la course sprint. Rappelons que la course sprint est une course dont les 10 premiers sont à grille inversée. C'est-à-dire que le 10e par premier, etc. Et puis en course longue, du coup, eh bien, Frédéric Vesti, le Danois de chez Prema, l'a emporté devant Jack Duen et Jeanne Darouvala. Ayumu Iwasa a terminé 4e devant Denis Auger, Richard Verschoor, Enzo Fittipaldi, Arthur Leclerc sur sa dame, ça a terminé 8e. Adjar a terminé 9 et Oli Bierman a terminé 10. Alors Capucine, oui, bien sûr, vous avez vu que Théo a marqué 0 points dans les 2 courses. La première, c'est totalement de sa faute. Hein, il se crache, enfin il cause une collision avec Oli Bierman. D'ailleurs, ça l'a obligé à reculer de 5 places sur la grille de la course principale alors qu'il était 3e. Et puis en deuxième course, il a eu d'abord un problème à l'arrêt au stand. Il y a eu un problème. Je sais pas, parce qu'en fait, Capucine, pour être très avec toi, la course longue, je n'ai regardé que la moitié de la course longue. J'ai pas regardé l'autre moitié. Je veux les regarder personnellement, on n'a pas vu Théo Pourchère de la course. Pareil, la réalisation, enfin après ils vont pas se mettre que sur lui forcément, ils sont un peu sur devant. Mais en gros, on n'a pas eu d'infos sur lui. Je pense qu'il a eu une très mauvaise gestion du premier stint avec ses pneus super soft qu'ils avaient du coup. Ouais, exactement. Et ce qu'il a fait par rapport aux autres qui sont partis en stratégie décalée, et ce qu'il a fait du coup reculer après l'arrêt au stand. Et apparemment, il y a eu un soutien à l'arrêt au stand aussi, ça j'étais pas au courant. Et du coup, ouais, on l'a pas vu de la course en fait. Et je pense qu'il y a eu ce manque de confiance par rapport à l'accident de la sprint et par rapport à tout ce qu'il a pu avoir comme précédent à Jeddah. Ouais, parce que. Bah ouais, mais le problème, c'est que c'est pas la première fois, Valkyria, qu'il a un problème de frein. On se souvient qu'à Bahreïn, ça aurait pu lui coûter aussi des points. Hein. Il avait un petit peu amoché son aileron avant. Bon, il l'avait juste enfoncé légèrement au niveau du museau, au niveau du centre de l'aileron, mais c'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça. En plus, les points de course sprint, c'est peut-être des petits points, mais c'est des points importants. Et en plus, il aurait pu partir plus haut dans la course longue, donc c'est dommage pour Théo, malheureusement, qui est toujours aussi maudit hein, sur ce circuit de Jeddah. On se souvient qu'il a vu ce terrible accident aussi au départ il y a 2 ans. Il avait calé notamment. Avec Fittipaldi. Avec Enzo Fittipaldi. On a vu très très peur. Et pour Victor Martins, en fait, ce qui s'est passé, il me semble qu'il était en tête. Il a fait un tête à queue. C'est ça, Zeus, il a fait un tête à queue. Enfin, en tout cas, alors, il était pas en tête. Il tentait de rattraper une préma, je crois. Et il a Voilà. fait un tête à queue.
En fait, c'était virtuellement premier parce que vous avez ceux devant qui s'étaient pas encore arrêtés. Donc, il venait de sortir des stands. Je pense qu'il a tapé trop vite dans ses pneus. Et on n'a pas eu encore l'explication, mais je pense qu'il a tapé trop fort dans ses pneus médium en sortant. Donc, du coup, la gestion des pneus. Et au virage 22 ou 23, il me semble. À l'entrée du virage, il est parti en tête à queue. Il n'a pas tapé le mur, mais en fait, il n'a pas réussi à repartir tout de suite. Et les freins ont surchauffé, le moteur aussi. Donc, il a du tout coupé et s'arrêter. Tout simplement. Alors, je crois que il a juste très légèrement touché le mur avec l'aileron Oui, arrière. Très il a fait un tout légèrement. petit bisou au mur. Tout petit bisou, mais c'est Exactement, pas ça mais qui je fait pense repartir. je Qui pense qu'il l'empêche. a dû caler Victor malheureusement et qu'il n'a pas pu Ah, parce qu'il repartir. a réavancé en fait. Il a réavancé en face. Il voulait faire demi-tour, mais je pense que les freins étaient trop chauds ou le moteur a surchauffé. Et du coup, il a pas pu repartir. Donc Donc, voilà. il Ça- s'est arrêté là. Mais par contre, on soulignera les 2 premiers points en course longue de Isaac Adjar quand même, hein, sur sa petite Oui, high-tech. qui a fait une belle course, ouais. Qui a fait Et une très puis, belle course. Après, si je voulais dire aussi pour Martins, en tous les cas, même si il avait fini la course, c'est pas sûr qu'il aurait fini premier. Parce que la stratégie décalée était beaucoup plus efficace. eh oui. Mais Et souvent, quand. ce qu'il faut vous expliquer en termes de stratégie, pardon, je précise aussi pour Ah, vas-y, expliquer vas-y. en termes de stratégie, souvent la stratégie inversée est toujours la meilleure. Très souvent, vous voyez des... Et souvent, ceux qui la font, c'est souvent ceux qui partent de très loin. Hors du top 10 notamment. Vous verrez jamais quelqu'un du top 10. Encore que maintenant, dans le top 10, ça se fait de plus en plus. Que des gens partent en pneus, les pneus qui sont les pneus les plus durs de la course. Et donc, on peut te le confirmer, Martin, ça a beaucoup de talent. Hein. On va voir quand même que je crois qu'il est au classement. Il me semble qu'il est le meilleur rookie. Il faut regarder. Mais, Oui, c'est le meilleur rookie, ouais, pour l'instant. tiens, on parlait de classement. Et bon, on va la regarder tout de suite. Regardez-moi ça. Ils sont pas beaux mes classements. C'est moi qui les ai pas faits. Hein? Allez, au classement des pilotes, donc Ralph Boschung, le Suisse, est en tête de cette Formule 2, devant Théo Pourchaire, devant Ayumu Iwasa. Frédéric Vesti, du coup, remonte de 8 places en 4e position. Johan Daruvala est 5e devant Jack Doohan. Denis Sauger est 7e devant Verschoor, Kouchmeini et Victor Martins. Pardon, c'est Kouchmeini qui est le meilleur rookie classé 9e. Voilà. Et Victor Martins qui le suit à 1 point. Du côté des constructeurs, donc Campos est toujours en tête avec 51 points devant Hart, 49. L'Adams sont en 3e position avec 44 points, dont 31 d'Ayumu Iwasa. MP Motorsport 4e avec 43 points. Prema 5e, 29 points qui profitent notamment des 28 points de Vesti et du petit point marqué par Oli Bierman en course longue. Carlin 6e avec 24 points devant Virtuosi 7e, 20 points avec les 20 seuls points de Jack Doohan puisque Amaury Corday est toujours à 0. Von Amersfoort Racing 20 points avec donc 19 points de Verschoor et il y a eu 1 point de Juan Manuel Correa mais c'était je crois à Bahreïn. High-Tech notamment 9e avec 8 points, notamment les 2 petits points de Isaac Adjar et puis PHM et Trident complètent le classement avec 0 points, classés respectivement 10e et 11e. Voilà. Toujours pas de points pour notre petit Novalak. La saison va être dure, je pense, pour lui. La Formule 2 est dure pour lui. Malheureusement, ouais. J'ai envie de dire. Ouais. Là, honnêtement, s'il faut vraiment faire attention, et là je le dis franchement, hein, si on regarde les 4 premiers, ça se joue vraiment, ça se tient à pas grand chose. Ouais, mais en même temps, on a fait que 4 courses. Hein. On a fait que 2 meetings et il en reste encore 12. Hein. Ouais, mais il faut faire attention parce que je prends l'exemple de Pourchaire. Attention, je prends un exemple. Hein, c'est pas. Tu vois, par exemple, Pourchaire, il n'a rien marqué du tout. Donc, du coup, il descend à la 2e place derrière Ralph Boschung. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, il a 1 point. Il a 1 point d'avance sur Iwasa, mais il a 1 point de retard sur Boschung. Ça veut dire qu'en gros, par exemple, je prends un cas de figure concret, si jamais il ne gagne pas à la prochaine course et que tu as encore Iwasa et Boschung qui peuvent gagner, c'est là que il peut y avoir
un possible premier tournant. Bah, en fait, le problème, c'est que la réussite de Théo n'appartient qu'à lui, en fait. Mhm. Mais tiens, justement, moi, ça m'intéressait d'avoir votre avis parce que je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux à son sujet. Et beaucoup pensent qu'il a été la victime un petit peu, vous savez, de la surmédiatisation, notamment de celle faite par nos confrères de Canal+, qui lui avaient, vous savez, consacré un documentaire l'année où il passait son bac. On l'a vu beaucoup, on l'a filmé au simulateur. Il a été consultant, il a fait des séances d'essai aux côtés de Julien Febvre en Formule 1 aux commentaires. Il a fait les stands aussi avec Franck Montagny. Est-ce que vous pensez que du coup, en fait, il n'a pas été un peu surcoté? Alors, je Surcoté. dis pas qu'il est nul, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Ne Non, me faites oui, pas bah dire ce que j'ai pas dit. Mais est-ce qu'on l'a pas un petit peu placé trop haut et trop vite, finalement? Justement, je vais t'apporter une précision, Valentin. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour moi, c'est pas la surcote en fait qui a lieu pour Théo. Pour être tout à fait honnête, le souci pour moi, c'est qu'effectivement, Valkyria a raison de le dire, il est un peu trop médiatisé et on l'a mis un peu comme Cyril le dit souvent, on l'a peut-être mis un peu trop sur un piédestal. Et ça, j'ai l'impression que ça le dessert. Alors, Alors, on l'a donc, pas forcément mis sur un pédestal, mais on l'a un petit peu surmédiatisé en mode inside. On va le suivre dans tout ce qu'il fait. On pourrait aussi le suivre, oui, on pourrait aussi le suivre quand il va aux toilettes, hein. Bon, c'est moins oui. intéressant Et alors, que le les problème, événements. le problème, c'est qu'on le voit trop. Tu vois, je vais te dire un truc, Val, mais on le voit trop tout de suite comme le prochain Français arrivant en Formule 1. Mais ça, c'est déjà pas gagné d'arriver en Formule 1. Parce que maintenant, aujourd'hui, ceux qui arrivent en Formule 1, sont ceux qui ont les grosses palettes. Et ça, quand je parle de grosses palettes, c'est les mallettes d'argent, c'est pas les manettes de talent. Ensuite, tu as le fait que tu as, entre guillemets, déjà, c'est sur les compétences qu'il faut tout bien appliquer, etc. Alors oui, il a fait des erreurs, on le sait tous. Mais bon, à un moment donné, je pense il faudrait qu'on arrive davantage. Et ça, c'est pas nous qui devons pas nous qui devons le décider. Ça, c'est direct les confrères journaux, qui est de le laisser un peu bosser tranquillement à l'air libre. Parce que là, malheureusement, sinon, ça va être compliqué. Alors, Valkyria dit que le management familial n'aide pas non plus, mais tu sais, en fait, je vais vous expliquer aussi quelque chose. Pour pouvoir trouver des sponsors, il faut être un minimum connu. Pour être un minimum connu, il faut être un minimum médiatisé. Et donc, pour être un minimum médiatisé, il faut être un minimum connu. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est le cercle vicieux en fait. On est rentré dans un cercle vicieux, je pense qu'il ne l'aide pas et qui lui rajoute de la pression. Parce que tout le monde dit c'est l'année de Pourchère. Tout le monde le dit. J'ai entendu personne qui ne l'a pas dit. Et c'est vrai que on place beaucoup d'attentes en lui parce qu'on est sûr et on sait, parce qu'on le regarde régulièrement, on regarde régulièrement ses courses, pardon. On sait qu'il est un des meilleurs, si ce n'est certainement le meilleur du plateau. Maintenant, il faut qu'il se concentre un minimum. Et il faut qu'il évite les erreurs comme par exemple la course sprint à Jeddah. c'est ça. C'est juste ça, parce que l'erreur qu'il fait en course sprint à Jeddah, il ne doit jamais la faire. Parce que heureusement, il percute Birman. Mais vous imaginez s'il avait percuté son propre coéquipier? Ah bah oui, mais il passe entre les deux. Hein. Entre les deux. Il freine sur Martins, il va taper Birman en fait. Mais ouais. C'est ça le truc. Mais vous imaginez la crise que ça peut être chez Hart? C'est ça? Ouais. Donc voilà. Et puis malheureusement, j'ai envie de dire pour lui, sa place chez Sauber n'est pas complètement assurée, même en Formule 1. Hein. Non, parce qu'après, il y a Audi qui arrive en 2026, donc... Déjà, il y a Alors Audi qui arrive en 2026, et puis
Souvenez-vous que le principal appui de Théo à l'époque, c'était Fred Vasseur. Sauf que Fred Vasseur, il est plus chez Sauber, il est parti chez Ferrari. C'est ça. Bah, Théo pour chercher Ferrari. Voilà, c'est bon, t'as fait le titre. Non, parce que pour ça, il faudrait qu'il quitte la Sauber Academy pour arriver dans la FDA. Je sais, ouais. Sauf que le Non, problème, non, mais ça va être compliqué. Valkyria qui dit que 3 saisons en F2, c'est déjà un problème. Bah non, regarde Bochung, il en est bien à sa 4ème ou à sa 5ème saison et personne n'a rien dit. Hein. Non, pardon, Bochum n'est pas un bon exemple. Pardon. Excusez-moi. Ah, après, il était pas parti pour faire 3 saisons, il voulait en faire que 2 parce qu'il se battait pour le titre l'année dernière, et je pense que là, il a été obligé, entre guillemets, de rerouler en F2 pour garder une espèce de forme, en fait, pour se Et dire, bah, rester si jamais il y a fonctionnel une avec le possibilité d'aller programme à la Sauber, F1, malheureusement. voilà, Donc, en plus. Et en plus de ça, donc du coup, il était obligé de faire cette 3e saison. En même temps, il accompagne peut-être un petit peu aussi Victor dans sa première saison. Et il faut juste, voilà, espérer que ce soit une très mauvaise passe, ce qu'il a eu à Jeddah, et que ça ira beaucoup mieux dès l'Australie la semaine prochaine. Mhm. oui, c'est vrai. T'as raison, Valkyria. C'est pour ça que je dis que Bochum n'est pas un bon exemple. Bon, on passe à la Formule 1, messieurs. Let's go. Oui, Allez, la première séance d'essai. Alors, on rappelle que Jeddah, c'est un petit peu comme Bahreïn. Il faut surtout s'attarder sur la deuxième séance d'essai libre, puisqu'elle était dans les mêmes conditions que la course. On regarde quand même les résultats de la première, avec Verstappen devant Perez, Alonso, Stroll, Russell, Hamilton, Sainz, Gasly, Albon, Tsunoda, Leclerc, Ocon, De Vries, Piastri, Hülkenberg, Magnussen, Sargent, Bottas, Joe et Norris. Parmi les 20 pilotes qui roulent dans la catégorie de la Formule 1, seul De Vries ne connaissait pas ce circuit. C'est la première fois qu'il y roulait. Sinon, tous les autres y ont roulé. Sargent, c'était en Formule 2, bien sûr. Piastri également. Il avait gagné en plus. C'est vrai aussi. Deuxième séance d'essai, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes devant et les mêmes, voilà. Ça tombe bien, vous voyez, Bottas a été dernier en FP2, il a fini dernier de la course. Ça tombe bien, hein. On en reparle plus tard. Voilà, avec des temps qui étaient très 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 serrés, vous voyez. Ça, c'est les meilleurs temps, donc on va dire que c'est des temps qualifs, hein. Vous imaginez? Troisième séance d'essai, 2 jours. Verstappen et Perez, on reprend les mêmes et on recommence. Les Red Bull, les Aston Martin, un package de Mercedes et de Ferrari, un package de McLaren et d'Alpine. Voilà, et De Vries qui n'a pas participé à la troisième séance d'essai, problème moteur me semble-t-il, hein, pour De Vries. Oui, bah tout était démonté dans le garage de toute façon. Donc, Voilà, c'était sûr qu'il pouvait pas rouler. Voilà, la voiture était montée sur les tréteaux, il ne pouvait pas rouler. Valkyria. Ok. On regarde le résultat des qualifications. Donc, Pérez a fait la pole position devant Charles Leclerc, devant Fernando Alonso. On n'est qu'à 5 dixièmes de la pole de Hamilton, la toute première pole d'Hamilton, hein, qui restera le meilleur temps absolu sur un tour. Il me semble qu'on n'a pas battu la pole de 2022. Non. Mais de pas beaucoup, hein. Zeus, tu me... Je sais plus, j'ai plus le temps exact, mais il me semble que ça n'a pas été battu. Non. Alors, la pole de Pérez en 2022, c'était 28-2. 28-2 tout pile. Là, 28-265. Ah bah voilà. Pas beaucoup, mais c'est pas Et battu. celle de 2021, c'était Lewis Hamilton en 27-511. Là, je sais pas si Verstappen se serait rapproché des 27 511. Donc, vous voyez, Il avait un super rythme, mais donc vous voyez, on est à 5, on était qu'à 7 dixièmes du record de la piste, hein. Ce qui est très rare, vous savez, avec la différence de génération de voitures, hein, en réalité. mais vu qu'elles ont gagné vu que celles-là ont gagné un petit peu de poids par rapport à l'année dernière déjà, normalement ça aurait dû aller plus vite. 27-8, il aurait pu faire, vous pensez, Verstappen, puisqu'il mettait à peu près 4 dixièmes à Oui. son coéquipier. Oui, largement. Sachant qu'on rappelle que normalement, ça aurait pu être Verstappen qui avait
Le meilleur temps absolu sur ce circuit, si c'était pas loupé dans le dernier virage en 2021 Oui, aussi. aussi. Malheureusement, ce tour d'anthologie. Voilà, donc Logan Sargent n'était pas dans le chrono des 107%, il était autorisé à prendre le départ. Problème sur la voiture de Logan Sargent, notamment un chrono annulé, puis un problème dans un deuxième tour. Et puis pour Verstappen, problème, je crois, de transmission pour Verstappen. C'est l'arbre de transmission qui voilà, et donc pas de, enfin un temps en Q2, mais qui ne lui a pas permis, c'était pas un tour rapide, qui lui a pas permis de se qualifier en Q3. Et pour Sargent, pour revenir, je sais pas si tout le monde a eu l'info, mais son temps a été annulé parce qu'il a effleuré, il a à peine roulé sur la zone rouge qu'il y a dans la ligne droite en séparant la ligne des stands et l'arrivée de la ligne d'arrivée. Ah ouais, parce qu'on disait Oui. track limit au virage 27, mais impossible de faire un track limit au Voilà, virage 27. donc c'était pas là, et c'était à la sortie en fait, du coup quand il y avait sur la réaccélération, il a un peu trop serré l'intérieur, la gauche du coup de la piste. Donc les deux roues ont dû rouler sur la bande blanche un petit peu sur le oui, mais tant qu'il y avait... le rouge qu'il y avait. Bah oui, mais tant qu'il y avait les deux roues droites sur la piste, c'était bon. Ouais, mais ils ont mis track limit pour ça. Oh, Ils ont annulé le temps pour ça. C'est très dur. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça nous donne la grille de départ suivante. Pérez, alors du coup on rappelle que Charles Leclerc avait pris 10 places de pénalité pour un changement de batterie, et que Verstappen du coup partait 15e. Donc ça donne cette grille de départ que vous connaissez bien, je vous la refais pas, vous la voyez. Et donc parlons de la course, d'abord parlons du départ. Oui, et puis moi il y a un truc par contre juste avant qu'on parle du départ. Moi il y en a un qui m'a impressionné là sur cette qualif. C'est qui ? Bah c'est Piastri. Oui, bordel, comment il a mis une raclée monstrueuse à Norris. Non mais pardon. C'est énorme. Alors première Q3 pour l'Australien, bien sûr. On va regarder un petit peu, reprenons le résultat de la qualification. Effectivement, le meilleur temps de Piastri en Q3 29.2, le meilleur temps de Norris en Q1 30.4. Quand Piastri faisait 29.7, vous imaginez ? Donc 7 dixièmes. Et là, Piastri, je sais pas ce qu'il a mangé, mais bordel, je m'étais dit, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Et on s'attendait à ce que ça soit compliqué pour lui face à Norris qui a de la bouteille maintenant. Il a mais trop bu. Incroyable. Ah mais j'en sais rien, mais c'est incroyable. Incroyable. Super qualif de Piastri, ouais. Et d'ailleurs, première Q3 dans l'histoire de la carrière de Piastri, au bout de 2 courses, une première Q3, donc pourquoi pas. Avec un tracteur papaya, comme dit Valkyrie. Valkyria, pardon. Malheureusement, il n'a pas pu convertir cette belle qualif en course. On va en reparler au départ, bien sûr, de ce qui s'est passé. Mais alors, départ du Grand Prix. Comme diraient les Britanniques, the slide set and here we go. Voilà. Et donc effectivement au départ on a vu apparaître un petit bonhomme vert qui s'appelle Fernando Alonso, arrivé de un peu nulle part à l'intérieur et qui a surpris Pérez, et du coup il est passé en tête de ce Grand Prix dès le premier virage. Alors pourtant le temps de réaction était pour Pérez, mais le patinage qu'a subi Pérez l'a empêché de garder la tête. Donc finalement, Alonso est arrivé en tête au premier virage. Pérez, Russell, voilà, tout s'est plutôt bien passé jusqu'à la sortie du virage 2 où, malheureusement, Piastri... Alors, on va reparler ça, Capucine, du positionnement d'Alonso, justement. On va reparler de tout cet épisode, pénalité, pas pénalité et tout ça. D'accord ? Je vous le découpe. Je voulais parler de Piastri. Piastri, en fait, a perdu un petit bout de son aileron avant en faisant une petite touchette avec Gasly. Gasly n'a pas été inquiété par les commissaires pour cette touchette. On rappelle que Pierre est toujours sous le coup d'un Grand Prix de suspension s'il perd les 2 derniers points qui lui restent sur son permis. D'accord. Là, c'était clairement incident de course, donc tu pouvais pas... Donc oui, clairement. Et donc, du coup, Piastri a perdu un bout de son aileron, mais sachez que ça a aussi endommagé un peu la voiture de Norris, qui a percuté le morceau, du coup. Qui était derrière, qui a percuté le morceau.
C'est pour ça. ça que les deux McLaren ont fait une course à des anonymes 16e et 17e place. Ou 15e et 16e d'ailleurs. Donc voilà. Donc Piastri est obligé de changer son aileron dès le premier tour. Et bien sûr, pendant ce premier tour, on a appris que Fernando Alonso était pénalisé de 5 secondes parce que il s'est mal positionné sur son emplacement de grille de départ. Ça nous rappelle Esteban Ocon il y a 15 jours au Grand Prix de Bahreïn. 5 secondes. Alors, j'ai pas l'image. Mais non. Arrêtez. Excusez-moi, sinon c'est ma bosse qui a sauté. La box de Excusez-moi. qui saute comme d'habitude. Non, mais t'inquiète pas, je vais les choper les ravisseurs et puis ils vont finir avec mon bazooka sur la tête. Alors, effectivement, il n'a pas respecté l'article 48 du règlement sportif sur le incorrect starting location. Voilà. On peut imposer une pénalité à un pilote qui est jugé soit d'avoir bougé avant l'extinction des feux. En fait, c'est-à-dire c'est le faux départ classique, comme on en avait dans les années 90 ou 2000. Voilà. Qui se souvient de celui de David Coulthard en 2000 aux États-Unis? Non, je m'en souviens plus, mais. Si vous regardez le départ, vous trouvez que tu avais Coulthard en pôle et à côté tu avais Schumacher. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit, tiens, c'est bizarre, au moment du départ, Coulthard prend le dessus, mais une fraction de seconde avant, il avait déjà les roues qui patinaient. C'est étonnant. Et les commissaires, ils ont regardé, ils ont dit, ah oui, effectivement, il a pris un peu le faux départ et il a pris une pénalité. Comme c'est bizarre. Voilà. Et donc effectivement, soit si la voiture a bougé avant le signal du départ et que c'est la cellule qui le dit, pénalité. Si c'est positionné, s'il a positionné sa voiture sur la grille de départ d'une manière à ce que le transpondeur n'est pas capable de détecter un mouvement, voilà, et il n'est pas capable de détecter le premier mouvement d'une voiture sur la grille, ou alors que n'importe quelle partie de la roue est en dehors des lignes de devant ou de côté au moment du signal de départ, ce qui est le cas, il est positionné trop à gauche. Alors moi j'ai répondu à un tweet de Toffer F1 qui anime un podcast qui s'appelle Le Parc Fermé et qui disait franchement c'est abusé la sanction pour Alonso, mais en fait tous les gens disaient oula pardon, j'ai du mal, excusez-moi, tous les gens disaient que en fait c'est un scandale, avant les gens ils se plaçaient en biais sur la grille, ça gênait personne, il n'y avait jamais de pénalité. Oui, mais ils pouvaient se placer en biais du moment où les roues étaient toujours à l'intérieur de la position de la grille. C'est toujours ça la règle, il faut que les roues avant soient dans l'emplacement. Peu importe de la manière que vous vous placez, c'est les roues avant qui comptent, pas les roues arrière. Voilà, petite réponse pour ceux qui voulaient savoir. Et puis du coup, il a dû faire sa peine. Alors, on va dérouler la course et je vais continuer de répondre à ta question en filigrane, Capucine. Mais du coup, est-ce qu'il était avantagé par ce mauvais positionnement, Capucine? Clairement non. Il a tiré aucun avantage du mauvais positionnement. Parce que moi, au départ, je pensais qu'ils s'étaient trompés de position sur la grille, qu'ils avaient inversé avec Pérez. Et je comprenais pas pourquoi il y avait qu'Alonso qui avait été pénalisé. Mais non, ils se sont pas trompés de position sur la grille de départ. Mais vous voyez Albert Fabre... vous savez, l'Espagnol qui fait de la technique, là, Albert Fabrega. Eh ben, il a publié une photo. On voit aussi que Leclerc, il n'était pas complètement bien positionné non plus. Il n'a pas pris de pénalité. Et puis derrière aussi, je crois qu'il y avait une Williams qui n'avait pas été très très bien positionnée non plus et qui n'a pas pris de pénalité non plus. C'était pareil à Bahreïn, il me semble, avec d'autres personnes qu'Ocon.
qui n'étaient pas bien positionnés non plus, qui ont un prix. Bah ouais, c'est bien ça le problème. Donc voilà. Mm. Donc on continue la course, bien sûr. Donc Alonso se fait redoubler par Pérez, qui bloque les roues au premier virage, mais qui réussit à rester devant quand même. Voilà. Après, derrière, on a la remontée spectaculaire de Max Verstappen derrière, qui revient comme une fusée. Et puis donc, 18e tour, Lance Stroll abandonne et on fait sortir la voiture de sécurité. Alors que pourtant la voiture de Lance Stroll est bien positionnée derrière des barrières. Je sais pas ce qui s'est passé. Problème, je crois, d'embrayage, si je dis pas de bêtises. Oui, Il mais avait. je parlais du fait qu'on ait envoyé le safety car. Bah, en fait, regarde, je vais t'expliquer un peu le truc, Val. Regarde. En fait, dans la zone où Lance Stroll s'arrête, tu as une ouverture. Et donc, sur cette ouverture, tu as un engin de levage et des commissaires. Et dans ce contexte-là, ils se sont demandé est-ce que si la voiture, ils allaient pouvoir avoir la possibilité soit de la pousser ou alors de avancer légèrement l'engin de levage pour pouvoir, entre guillemets, un peu la lever. Tu vois, ils se sont posé cette question-là. Donc, pour éviter qu'en gros, il y ait un suraccident au moment que des commissaires interviennent sur cette zone dangereuse, et ben là, il a choisi de déployer le safety car. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et pour une fois, j'ai envie de dire que pour cet incident, la FIA a bien géré ça. D'accord. Ok. Moi je comprenais pas pourquoi il y avait. Ils avaient fait rentrer. Ouais, Bah, mais c'est ce que je ne comprenais pas Je non te plus. montre. Je te montrerai justement. Il y a des photos de certaines fois, tu sais, qui sont diffusées et sur des sites de F1 montrent certaines fois les zones d'emplacement, comment les voitures se garent, etc. Et tu verras en fait comment c'est fait. Si je t'en envoie une, tu verras en off, tu comprendras. Ouais. Donc voilà. Mais ok, donc le safety car intervient. Et c'est là que Pérez, Alonso, Russell et tout ça font leur arrêt au stand. Et donc, comment vous dire L'ASC. Ah mais t'as plus que Pérez et etc. qui font le truc. Non Puisque mais t'as attends, De attends, Vries, attends. Albon, Bottas, Pérez, Alonso, Russell et j'en passe. Moi, je voudrais parler du coup de la pénalité d'Alonso parce que c'est là qu'arrive la pénalité d'Alonso. Il Oui. doit effectuer ses 5 secondes de pénalité. Il peut les faire sous safety car, pas de souci. On rappelle que un arrêt au stand sous safety car à Jeddah coûte 11 secondes. Donc plus les 5 secondes, ça fait 16 secondes à peu près. Vous voyez? Donc c'est toujours moins que de payer la pénalité sous drapeau vert. Donc il fait son arrêt au stand. L'équipe, vous le savez, doit attendre 5 secondes avant de travailler sur la voiture. Et c'est là que ça va être très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, il fait 5 secondes, il repart. Et alors, la FIA ne s'en rend pas compte tout de suite. Et c'est d'autant plus dangereux ce que je vais dire que c'est en fait Mercedes qui a vu et qui va informer la direction de course. Mais je crois à 10 tours de la fin, que Alonso n'aurait pas respecté les 5 secondes de pénalité infligées et que sa voiture et que son équipe aurait touché à la voiture. Mais alors, c'est là que c'est très intéressant parce que alors, justement, là, c'est là, Valkyrie, qu'il va falloir qu'on discute. Parce que on peut faire sa pénalité sous safety car, hein. Il n'y a qu'une pénalité de drive-through qu'on ne peut pas faire sous safety car. Ça, il faut le faire obligatoirement sous drapeau vert. Sinon, ce serait trop simple. Une traversée des stands sous essai, c'est 11 secondes. Alors qu'une traversée des stands sous drapeau vert, c'est 25 secondes. Vous voyez la pénalité? Donc, c'est là qu'il va falloir qu'on débatte, Valkyria, parce que c'est là que je vais peut-être pas tout à fait être d'accord avec toi. Parce que on le voit très bien d'ailleurs sur la caméra, pas arrière, mais vous savez, sur la caméra qui est derrière la voiture au stand.
on le voit très bien. Le mécanicien, il ne fait juste que poser le lève-vite à l'arrière. Il ne lève pas la voiture. En fait, il a plaqué simplement le lève-vite à l'arrière. Il touche pas, il lève pas tant qu'il n'a pas le go. En fait, celui à l'avant fait la même chose d'ailleurs. Hein. Il touche. Enfin, en fait, c'est là que, encore une fois, on se rend compte qu'il y a une zone grise dans ce règlement. Une nouvelle fois, vous voyez, on en découvre pourtant. Hein. Vous pensez pas, les garçons, on en découvre des zones grises. Hein. Et là, c'en est une. Malheureusement. Parce que... Est-ce qu'on doit encore s'attendre à quelque chose de bien de la FIA sans déconner? Ah, ils vont changer la règle. Mais, Si le week-end prochain, ils vont changer la règle. mais Changer la règle pour prendre encore une mesure complètement débile. Alors ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais alors quand il s'agit de faire quelque chose de bien, Ils vont juste ça va être la misère. Ils vont juste changer le mot parce que là, sur la règle, c'est worked on car. Ils n'ont pas le droit de travailler sur la voiture. alors, en fait, on a pénalisé Hamilton de 10 secondes sur la base de l'article 54.4 alinéa C du règlement sportif de la FIA, qui est de dire que quand la voiture est stationnée au puits, pour faire une pénalité en accord avec cet article 54.3 alinéa A ou 54.3 alinéa B, on ne peut pas travailler sur la voiture quand elle est stationnaire pour la durée de la pénalité. Et c'est là justement que c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'on considère comme du travail sur la voiture? Parce que, alors, rappelons quand même la base d'un arrêt au stand. Un arrêt au stand, on fait quoi concrètement? On change les pneus, on peut remettre de l'air dans une voiture, on peut lui changer un aileron avant, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. C'est ça. Parce que Oui, Linkin, pardon, excuse-moi. La seule chose maintenant qui est différenciée, mais c'est le cas depuis des années, c'est qu'on a plus le ravitaillement en essence. Qui ajoutait ça et qui ajoutait, je crois, si je ne raconte pas de bêtises, près de 4 à 5 secondes supplémentaires sur un arrêt au stand. C'est ça. Il n'y a plus d'essence. Je vous rappelle qu'on part avec la totalité de l'essence pour la course. Mais bon, passons. La question qu'il faut se poser, c'est que, et d'ailleurs c'est en ça que Aston Martin s'est évertué à faire réclamation, puisqu'ils ont porté réclamation à la fin du Grand Prix sur cette pénalité de 10 secondes et ils ont obtenu gain de cause. Voilà. Qu'est-ce qu'on considère comme étant du travail? Est-ce qu'on considère simplement que caler un lève-vite sans lever la voiture, c'est du travail? Personnellement, hein, mais c'est que ma vision de la chose, hein, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Par contre, si tu lèves la voiture, là, tu gagnes un avantage certain parce que les mécaniciens n'ont plus qu'à dévisser et remettre les pneus. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Par contre, si juste tu poses le lève-vite sans lever la voiture, à mon sens, tu travailles pas. Parce que je suis désolée, est-ce qu'il a vraiment gagné quelque chose au final, Alonso? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que qu'on mette une règle, c'est très bien, mais à un moment donné, dans cette règle, il y a toujours une part d'interprétation, et moi, on devrait interpréter ça en gain. Juste le fait qu'ils aient juste collé les vite sans lever la voiture. Parce que c'est ça le truc. Moi, à mon sens, c'est pas touché. Hein. Enfin, on n'a pas travaillé. Parce que c'est bien marqué. Ils n'ont pas travaillé, voilà. Oui, c'est travaillé. Dans ces cas-là, il faut travailler. Alors, dans ces cas-là, il faut insérer une jurisprudence en disant on ne touche pas à la voiture. C'est-à-dire que vous ne touchez à rien. Et sur ça, ils ont raison, parce qu'au final, en fait, qui cale le lève-vite en dessous pour lever, sans lever, ou qu'ils le mettent à 1 mm avant de pouvoir le rentrer et le lever, ils gagnent peut-être 1/10 de seconde sur la manœuvre, donc ça change absolument rien au final. Et c'est là que les mots sont importants. Et puis surtout, je rappelle que s'ils lèvent pas la voiture, ils peuvent pas travailler dessus. Donc voilà, c'est ça. Et c'est là où les mots sont importants, c'est que dans la règle, il y a marqué worked on car, il n'y a pas marqué touch the car. Dans ces cas-là, on dit on ne touche pas la voiture. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas où des lève-vite ont été juste insérés et les pénalités ne sont pas tombées pour autant. Et c'est en ça qu'Aston Martin a fondé
comment, pas sa réquisition, mais sa, vous savez, On appelle. sa demande de révision de la décision. Ils ont apporté des vidéos et des vidéos et des vidéos à la FIA pour dire non mais regardez, il y a des gens quand ils faisaient leur pénalité, ils avaient déjà les lèvres vite collées, on n'a rien dit à personne. Et vous nous donnez 10 secondes. Voyez. Puis il faudra m'expliquer aussi pourquoi, quand une pénalité est mal faite, on double la pénalité aussi. Oui, on pourrait juste la refaire en fait, tout simplement. Bah ouais, parce que du coup, tu peux. Et puis surtout, si la pénalité est mal faite, c'est pas de la faute du pilote, c'est de la faute de l'équipe. Bah oui. Vous savez, ça fait un peu comme les unsafe release. C'est pareil, Oui, ça on aussi. pénalise le pilote alors que c'est l'équipe qui l'a relâché. Le pilote, excusez-moi, ne fait que répondre à des instructions. Hein. Ou il doit repartir, il repart. Je veux pas dire, mais bon, bah voilà. Sinon, vous en pensez quoi de cette pénalité de 10 secondes qui a été ajoutée puis enlevée à Fernando Alonso? Je commence par Linkin. Débile. Complètement débile. Non mais là, pour pas reprendre la réplique de Cyril, je vais donner plutôt ma réplique qu'il va falloir remettre un peu les pendules à l'heure. Parce que là, je me dis, mais où est encore cette incohérence encore de cette branleur de FIA? Parce que là, non, mais sans déconner. Sans déconner. Mais là, sérieusement, c'est quoi ça? Là, j'ai envie de dire que le fait que la FIA a réussi à se planter pour ne pas avoir envoyé à temps la pénalité, et ben j'ai envie de dire, et ben voilà, votre clonerie, vous et là où je pense. Ça, c'est génial. Là, franchement, quand j'ai vu ça, c'est extraordinaire. Parce que je me dis qu'ils ont comme ça. Bon, là, faut à un moment donné être fou quand même, mais quand tu butes la bagnole aussi, juste avec le lève vide pour en revenir à ce que vous avez dit sur la question précédente, mais il bute pas, il la touche, mais il lève pas. Donc, à un moment donné, stop, il faut savoir recaler les bonnes décisions, les bonnes sanctions au bon moment, parce que là, je suis désolé, mais là, encore une fois, bah, sur ce coup-ci, la FIA a encore fait une sacrée connerie. Je sais, il faut que ça sorte, c'est énervant, mais Linkin, encore une fois. Le problème, Linkin, c'est que c'est toujours une question, malheureusement, d'interprétation. Parce que. C'est ça. Et bah, justement, parce que même, juste, je complète ce que tu disais, Linkin. Et je complète aussi ce que disait Zeus. Et après, Zeus, tu auras librement la parole pour t'exprimer, tu t'inquiètes pas. Mais pour compléter ce que vous disiez, messieurs. Alors, dans le règlement, il y a bien écrit qu'on travaille sur la voiture. Mais même si on l'a touché, il faudrait considérer ce qu'on appelle toucher. Parce que si par exemple le mécano, par exemple celui qui tient la voiture, il met sa main sur la voiture, techniquement il la touche. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, le problème dans ce genre de règlement, c'est, vous savez, c'est un peu comme les règles au football. Il y a ce que dit la règle, et puis il y a la part d'interprétation de celui qui fait appliquer la règle. Et malheureusement, on aura toujours le même problème. Même avec une règle qui sera très bien écrite, vous trouverez toujours quelqu'un pour dire « Ah bah oui, mais alors c'est écrit comme ça, mais nous on a fait ça, donc c'est pas impossible de l'appliquer. » Vous voyez ce que je veux vous dire? Même le règlement le mieux écrit de l'univers, vous pourriez le remettre en question. Vous voyez ce que je veux vous dire en fait? Oui. Il y a toujours une part d'ambiguïté en fait. Voilà. C'est le truc. Zeus, vas-y, exprime. Attends, Linkin, on va laisser s'exprimer Zeus et après tu pourras répondre. Ah non. Ok. Moi j'ai déjà dit par rapport à ce fait-là, bah, ce qui est embêtant en fait c'est par rapport à la FIA, qu'un coup c'est comme ci, un coup c'est comme ça, après c'est comme ci, après c'est comme ça. C'est juste qu'ils changent à chaque fois, et ça commence à devenir saoulant. Ça devrait être, c'est eux la haute autorité du coup à ce niveau-là. C'est soit c'est comme ça et ça bouge pas, ou soit c'est comme ça et ça bouge pas en fait. Voilà, point. C'est-à-dire que là ils mettent la pénalité, ils disent il y a 10 secondes parce qu'il a touché la voiture. Il y a 10 secondes, il a touché la voiture. Même si les autres font appel, ils doivent rester sur sur leur truc qu'ils ont fait au départ, parce que sinon ça va faire des jurisprudences à plus en finir en fait. Et bah tout le temps. Techniquement, il y a une jurisprudence techniquement. Ah bah oui.
Et là, ça va faire ça tout le temps. Donc, ils auraient dû rester fermes sur les... Non, il a 10 secondes parce que le lève-vite arrière touche la voiture. Même si c'est écrit dans le règlement travailler sur la voiture, pour nous, on considère le fait que toucher la voiture avec le lève-vite, c'est travailler sur la voiture. Voilà, et pas revenir sur leur décision. Mais voilà, c'est toujours là la question, c'est qu'est-ce qu'on considère comme travailler sur la Voilà, voiture? c'est ça. Parce que le Et c'est problème, peut-être... c'est que par exemple, tu ne peux pas changer un pneu sans lever la voiture. Donc, Oui, c'est ça aussi. Mais c'est pour ça que moi je dis la FIA devrait clarifier ça, enfin, le dire là, parce que s'ils le font aujourd'hui, enfin, dimanche, sur ce fait-là, ils disent dimanche, eh ben, pour nous, toucher la voiture avec le lève-vite, c'est travailler sur la voiture. Donc la pénalité reste. Et à partir de là, plus personne ne touchera la voiture avec un lève-vite. c'est ça. LinkedIn, tu voulais rajouter quelque chose, je t'en prie. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'encore une fois, la FIA, sans déconner, a encore fait sa part de responsabilité dans la connerie. Ça, mais ça, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas nouveau. Mais après, à un moment donné, il va falloir quand même se poser les bonnes questions. C'est comme en politique, on pond une mesure complètement débile pour que tout le monde s'y focalise dessus et on en oublie les vrais problèmes. Et là, malheureusement, comme le disait si bien encore Jean-Luc Roy ou même encore Daniel Balavoine, je m'emporte pour ce qui m'importe, mais si aujourd'hui, là, je monte dans les tours encore une fois parce que ce genre de situation continue de se produire, c'est parce que ça m'emmerde de voir que notre sport, qu'on chérit tellement, est en train de se dégrader progressivement, mais alors de plus en plus à vitesse flagrante. Donc là, stop, on arrête un peu ça. Là, je dis qu'il faut, à un moment donné, savoir être carré. Et ça, malheureusement, c'est pas nouveau. Donc là, depuis même 2021, ça fait que de créer des polémiques. Et puis, exactement, ce système a, encore une fois, mal mis les mots dans la bonne situation. Ils n'ont pas spécialement mis les bons mots. Quand on dit toucher, c'est travailler, et ben on dit, il faut mettre, par exemple, pour un lève-voiture, il faut mettre une distance qui permet, dans un cas précis, de ne pas, justement, en cas de pénalité, on dit, il ne faut pas que vous êtes à telle distance de la voiture et point barre. Oui, mais Si là, jamais ce truc-là n'est... Oui, mais là, juste, je finis avec ça, Valentin, et puis après, tu pourras compléter. Mais si jamais on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. C'est très clair là-dessus. Voilà, on ne peut pas être plus simple et plus explicite que ça. bah oui, mais LinkedIn, tu parles de calculer une distance. Mais comment tu calcules une distance à la télévision? Tu m'expliques? Et ben, je te montre, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Attends, moi-même qui traîne sur des circuits depuis des années, je le vois, tous ces trucs-là. Je suis quand même pas si idiot. Regarde, quand tu places la voiture, tu te dis, la voiture a fait un certain nombre de largeurs. Tu as ton emplacement de la voiture et à l'extérieur, tu as tes mécanos. Tu te dis, bon bah ouais, ok, l'aileron, en tout cas, je parle de l'aileron arrière, il s'arrête à là. Et bah tu te dis, bon bah voilà, faut qu'il y ait, je sais pas moi, une cinquantaine de centimètres. On met, tu traces, tu mets une ligne rouge. Tu te dis, c'est là que le lève, il doit rester. Si le gars, il passe la ligne rouge, bing, allez, hop, c'est pénalité. C'est pas plus compliqué que cela. Quand tu vois les caméras vues en hauteur, c'est quand même pas débile de voir juste un bout de marquage rouge. Je sais pas, non. Quand même. Celui qui voit pas ça, c'est qu'il est complètement aveuglé. Ou qu'il est daltonien. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la pénalité de Fernando Alonso. Donc, ils ont fait appel de la décision. Et donc, peu de temps après, effectivement, ils ont fait ce qu'on appelle une demande de review sur les termes de l'article 14.1.1 du règlement sportif, du code sportif international. Voilà. Et donc, on rappelle quand même comment ça se passe. Pour l'équipe dépose ce qu'on appelle une demande de revue si elle dispose d'éléments qui sont de nature à faire changer la décision. Voilà. Des éléments signifiants. Alors attendez, vous ne. Je crois que vous pouvez plus. Hop.
Voilà, voilà. Hop. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi, les garçons? Je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi, je réglais juste un truc. Je vais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus. Je pense qu'on devra en venir au cas aux écuries, tu vois, Bon, alors oui, vous voulez parler de qui? diverses. Alors, une fois qu'on a parlé de la pena d'Alonso, vous voulez parler de qui? Qui est sorti du lot pour vous? Verstappen et la remontée, bien sûr, 13 places de remontée de Verstappen. Non, Bon, c'est tellement attendu que c'est pas sorti plus haut. Verstappen, Perez, qu'est-ce qu'on a à en dire, hein, les Red Bull étaient encore sur notre planète, voilà, on n'a rien à dire à ce sujet, hein. Là où franchement je suis un peu là où forcément on va être déçu, c'est Ferrari. C'est pour moi, Ferrari, pour moi, il y a le souci de la dégradation de pneus qui a fait que ça a gâché la course. Parce que comment ça se fait que Leclerc avec les softs, ça marche nickel, et que sur les hards, il y a, je dirais pas un effondrement, mais il n'y arrive pas. Et même la preuve, Frédéric Vasseur l'a très très bien expliqué. Mais comment comment ils ont pu en arriver là? Donc je sais pas, Valentin, Zeus, vos réactions, mais moi, en tout cas, je suis curieux de savoir. Bah, j'avoue que je sais pas ce qui s'est passé en termes de pneumatiques. Parce qu'effectivement, et celui qui en parle le mieux, bien sûr, c'est le pilote. Hein, c'est Charles Leclerc qui disait le relais en soft, c'était plutôt très bien passé. On n'a pas eu de soucis. Mais il dit par contre, derrière le relais en pneus durs, c'était une catastrophe. Mais il faut dire que les pneus durs n'étaient certainement pas les bons pneus. Il aurait fallu faire un soft medium, je pense. Mais ça aurait Ouais, nécessité de pousser les softs un petit peu plus loin. Et je ne sais pas si c'était possible de le faire. je pense que c'est possible de le faire. Enfin, déjà pour les médiums, c'est sûr. Pour les softs, je sais pas trop. Parce que Hamilton fait 2 tiers de la course en médium après Donc, la safety car. on rappelle que Il fait un bon 2 tiers. le Grand Prix fait 50 tours. Un tiers, ça fait 16 tours. Donc oui, effectivement, il a fait un tiers, deux tiers. Ouais, il fait un bon 2 tiers de la course en médium. Donc je pense que ouais, après, encore une fois, c'est pareil, c'est la dégradation des pneus. Les essais sont pas à la même heure que la course. Donc forcément, t'as pas les mêmes températures et voilà, ce qui fait qu'ils ont peut-être pas les mêmes dégradations et forcément pas le même ressenti derrière. C'est vrai. Toi, moi, je me l'explique pas, le problème Ferrari quand même. Parce qu'on nous a dit, vous allez voir, cette année, c'est beaucoup mieux. Et c'est pire. Mm. C'est pire quand Parce même. qu'ils ont une très grosse traction arrière, ce qui fait que ça patine. Enfin, bon, on le voit pas à l'œil nu, mais ça doit patiner un peu plus que les autres et du coup, ça doit un peu plus user les pneus. Ou alors ils ont un manque d'appui à l'avant aussi, qui fait que s'il y a ils ont besoin de plus de grip au niveau des pneus, ce qui fait que ça use plus les pneus que s'ils avaient un grip aéro. Plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Hein. Je suis pas aérodynamicien ni rien, mais Moi non ça peut plus, venir ça de tombe partout, bien. quoi. Euh, sinon, Ça peut parlons, venir de partout. sinon, parlons de Mercedes. Mercedes, alors Capucci nous dit que Mercedes a fait un step en avant. Je suis pas sûr qu'ils aient fait un step en avant. Je pense que ils ont maximisé le nombre de Non, points ils qu'ils étaient pouvaient pareils. marquer. En Ouais. fait, Oui. Pour moi, ils étaient pareils. c'est-à-dire que Alors, 4-5, c'est leur position moyenne. Mm. alors, ce qui se passe, c'est que Mercedes, c'est un peu comme en 2022, c'est-à-dire ils ont du mal au début, franchement, à démarrer. Mais après, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, je pense qu'ils vont être mieux. La preuve, hein, au Brésil, ils font un doublé hein, quand même, hein, Russell devant Hamilton. Bon, bah voilà, il y a du mieux. Je trouve que Russell s'en sort mieux. Alors, j'ai peur quand même d'un truc, quand même. Je vais quand même pas le cacher. C'est je me demande si Russell arrive à mieux tirer le package complet de la monoplace que par rapport à Hamilton. Est-ce que vous pensez que ça peut créer des tensions comme ça a pu le créer euh, à une époque chez Red Bull ou quoi que ce soit? Bah Ça regarde, commence déjà un petit peu. il suffit juste, pardon, c'est pour compléter ce que tu dis, il suffit juste de voir ce qu'avait dit Hamilton. On ne m'a pas écouté pour le développement de cette voiture. Voilà.
tout simplement. Oui, ça commence déjà. Et sachant que Russell a passé 3 ou 4 ans chez Williams avec une voiture Pourrave. inconduisible, il a réussi à en faire quelque chose. Et Hamilton, ça fait 10 ans qu'il est chez Mercedes. Et C'est sur toutes les années qu'il a 2000, passé chez Mercedes, oui, Ouais, 2014. ouais, voilà, donc ça 2013, fait 2013. 13, donc 10 ans. Et sur les 10 ans qu'il a passé chez Mercedes, il a toujours eu une voiture sur des rails. Donc forcément, il y en a un des deux qui est pas avantagé, mais qui ressent un peu mieux la voiture que l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord quand Hamilton dit que la Red Bull est la voiture la plus rapide qu'il n'ait jamais vue? Non. Parce que vous pensez vraiment qu'Hamilton avait que, que la rapide. Alors après vous allez me dire on peut pas comparer parce que les règlements n'étaient pas les mêmes, les règlements techniques n'étaient pas les mêmes, mais vous pensez que Mercedes avait quand même une voiture qui était beaucoup plus rapide à l'époque quand Hamilton performait? Pas forcément plus rapide, mais ils étaient sur notre planète aussi. Quand tu vois que la seule personne qui arrive à concurrencer Hamilton, c'était soit Rosberg, soit Bottas, déjà à Bon, partir de Bottas, là. c'était limite, hein, certaines Oui, non, fois. mais oui, non, mais je veux dire que c'était les deux, quand je dis qu'il a concurrencé, qui arrivaient plus ou moins à le suivre, en fait. Qui pouvaient être au moins dans son rythme. Quand Bah, t'avais ça que ton pouvait être Vettel coéquipier qui peut être dans aussi. ton rythme. Ouais, mais Vettel, il a fait ça sur une demi-saison. Ouais, à chaque Il a fois, fait c'était 2 fois toujours sur une compliqué. demi-saison. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que quand sur toute la saison, il y a que ton coéquipier qui peut te concurrencer, bah forcément, non. T'as la voiture dominante, t'es plus rapide que le field. Il peut pas dire que la Red Bull est la voiture la plus rapide. C'est juste que là, bah, Red Bull est dominant, ils sont plus rapides que le field. C'est tout. Valkyria nous dit que la W11 de 2020 c'était une des plus impressionnantes. Je suis assez d'accord avec ça. Bon. Et ben voilà. Et Linkin qui rajoute bah on se demande si elle est conforme hein. Hein. J'ai voulu faire Et une attends, j'ai Valentin, quand même. j'ai fait Replace. j'ai fait une imitation pitoyable de Linkin. Vas-y Linkin. Non, mais, voilà. Euh, quand même. Replace les choses dans leur contexte. On a dit de Ferrari que le moteur n'était pas conforme, dû au débitmètre. Là, quand il s'agit de Mercedes, oh bah c'est bizarre, il faut surtout pas en parler. Bah, je suis désolé, mais là, Ah, ça j'ai n'a pas de jamais dit qu'on sens. devait pas en parler, moi. Non, non, mais on l'a vu durant toutes ces saisons. Donc là, non, je suis désolé, ça, c'est pas, c'est malheureusement, moi aujourd'hui, si tu prends l'exemple du moteur complet qu'a eu Hamilton à partir du Brésil 2021 jusqu'à la fin de cette saison, plus la saison complète de 2020 et pourquoi pas 2010. Non, je dirais, oui, je vais m'arrêter à 2020. Là, il y a quand même de quoi se poser des questions. Hein. Parce que, honnêtement, pour moi, c'était pas une Mercedes qu'il y avait. C'était complètement autre chose. Hein. C'était un jet car. Hein. Donc, non. Donc là, Ouais. faut arrêter. Donc, faut arrêter un petit peu de dire ah, mais Ferrari, ça si, ah non, Ferrari n'était pas conforme. Non. Eh, Mercedes aussi, hein, ils sont quand même un peu dans le doute. Hein. Faut quand même un peu se poser des questions hein, sur ce sujet. Sinon, pour le reste aussi, alors, moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur la bataille entre Tsunoda et Magnussen pour la 10e place, qui finalement a tourné à l'avantage de la Haas, qui a ramené un point aussi. Et ce sacré Tsunoda qui s'énerve dans la radio. Non. Tu vois. Ah bah, le Ah, le pauvre, pauvre. il cherchait à ramener des points comme sur sa première année et malheureusement, bah, voilà quoi. Hein. Bah, il a bien lutté, et c'est ce que je disais par rapport à la réalisation. On n'a pas vu du tout cette bataille-là, alors qu'elle aurait mérité au moins 1 ou 2 tours qu'on la voit, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ah oui, Capucine, bien vu, parlons des Alpines. Ocon Gasly. Gasly qui termine à 1 seconde 6 de son coéquipier à la fin. Ocon 8e, Gasly 9e. Ça fait donc 6 points pour l'écurie. Ouais, bah toute la nuit, ils vont faire ça. Bah, je pense une chose quand même.
c'est que les Alpines, là, sur le coup, tu vois, elles ont été vraiment constantes, vraiment, c'était entre la qualif et la course. On le voit très bien. En qualification, Ocon, Gasly, l'un derrière l'autre. En course, à l'arrivée, Ocon, Gasly, l'un derrière l'autre. Oui, ok, ça ramène des points. Euh, Ben, Pierre était 10 quand Gasly, Esteban était 7 hein, quand même. Hein. Ah non, pardon, oui. excuse-moi. Et tu regardes en Q1, Gasly, J'ai- il passe au forceps, hein. Ouais. C'est vrai. Mais regarde le fait, le field était très serré aussi. Hein, Zeus. En Q1, oui. Oui, oui, mais enfin, il passe quand même au forceps en Q1. Après, c'était un peu plus facile, entre guillemets, enfin facile. Et un peu moins serré par la suite, mais ça passe au forceps encore une fois, quoi. Mhm. Et après, derrière, ils font une course, ils voient personne. À part au départ, ils voient personne. Du coup, si on regarde, honnêtement, ouais, les Alpines, bon, elles font entre guillemets une bonne constance. Bon, elles se rattrapent un peu. J'ai l'impression qu'elles sont plus à l'aise en course qu'en qualif ou en essai, les Alpines. Faut être honnête, hein, on le voit depuis le début de saison, c'est un peu ça. Oui, oui, avec la remontée Alors, de Gasly et tout. Et là, tu vois, regarde, Ocon est fini à, 9 secondes de Leclerc et Exact. Gasly finit 10 secondes devant Magnussen. hmm, C'est ça. Et il finit, c'est ça, à 2 secondes de. Et regardez les meilleurs tours. Hein. Ocon, son meilleur tour en course au tour 49, c'est 33-2. Gasly, son meilleur tour, c'est dans le dernier tour, 33-3. Ouais. hmm. Regardez les meilleurs tours en course. Hein. Vous voyez, vous avez Verstappen qui a pris le point du meilleur tour en course avec son 31-9 dans le dernier tour du coup. Perez 32-1, 32-2 pour Alonso, Russell 32-4, 32-9 pour Hamilton, 32-8 pour Sainz, vous voyez, 33-0 pour Charles. Les meilleurs tours sont très serrés. Mais là, on n'a pris qu'un seul tour, vous voyez. D'ailleurs, Hum, hum. on rappelle quand même que le seul couillon qui finit un tour, pardon pour lui, mais c'est Bottas quand même. Ah bah, Bottas, de tout le week-end, il était pas là. C'est ça. Mais franchement, l'Alfa Romeo, je ne sais pas ce qu'elle a depuis l'implémentation 2022, mais elle n'est pas, elle est pas là, quoi, la voiture. Puis comment on voit que Guanyu là, il lui colle une raclée monstrueuse, mais mais il y a de quoi se poser des questions, hein. Déjà que Bottas, on se disait il serait été plus dans le coup après ce qu'il a vécu chez Mercedes. Mais là, là, il y a quelque chose, hein. Alors, on notera aussi malheureusement la 16e place simplement de Logan Sargent. Voilà, malheureusement, Albon et Stroll ont abandonné. Du coup, Albon, je crois qu'il est rentré au stand. Tu sais pourquoi il a abandonné, Albon? Albon, un problème, je crois, un problème électrique, un truc comme ça. Je sais plus. Ou de boîte, un Non, truc, un Albon, truc je dans sais ce plus. genre-là. Même moi, je sais plus. Hein. Tour 24, en plus, c'est passé inaperçu. Mm. Plus frein, me dit Capucine. Ah oui, les freins. C'est toujours le même problème. Ouais. Le truc, c'est que les freins, tu sais, aujourd'hui, ils sont reliés au MGUK. Et ça, malheureusement, le MGUK, on a un peu tendance à un peu oublier, mais je pense que pour moi, à mon sens, il commande trop de choses à la fois. C'est-à-dire qu'il a un problème de puissance, il a un problème de freinage, etc. Il faut. Je me demande si on ne devrait pas sortir comme on a pu justement le MGUH. Il est Pourquoi toujours le MGUS. En 2026, il Non, sera plus. le MGUH, il avait été discuté pour que ça soit dégagé.
Mais c'est en 2026 qu'il n'y aura plus d'MGUH. Oui, la partie hybride disparaît en 2026, je crois. Il a raison, Zeus. Ah, je pensais que ça avait été dégagé, Ah non, il est mais toujours là. je pense que, par exemple, ce qu'il faudrait faire, bah tu sais quoi, je vais me caler à 2026, comme tu en as parlé, Zeus. Je pense qu'il faudrait que la FIA autorise la possibilité, au lieu de réduire en un composant, qu'il fasse deux composants distincts. C'est-à-dire que d'un côté, on a un pack qui gère la partie, tout ce qui est partie hybride moteur, et de l'autre côté, vraiment, un autre composant qui s'occupe de la partie un peu hybride, frein, etc. Ce qui permettrait, éventuellement, en cas de problème, de se dire, ah bah oui, ok, tiens, c'est celui-là qui déconne et pas l'autre, tu vois. On permettrait de dissocier les choses, et ça serait pas négligeable hein, au total. Mais maintenant, après maintenant, faut que ça soit approuvé. Et ça, c'est qu'une pure spéculation pour l'instant. C'est Je sais vrai. pas ce que Bon, vous en pensez. bon, j'en pense rien. Moi, tu sais, tout ce qui est moteur, moi, je préfère regarder les courses. Non, je rigole. Non, mais après, est-ce que ça va changer fondamentalement? Je sais pas. Tiens, le pilote du jour, c'était Verstappen. Ça vous intéresse? Ouais. Ouais. Oh, pas étonnant, hein. Si Verstappen est pilote du jour-là, il faut que Gasly le soit à Bahreïn. Et pas Alonso. D'ailleurs, Alonso qui a gagné son centième podium en Formule 1. Il est à 6 Et podiums qu'il a d'Alain perdu. Prost. Et qu'il a regagné. Oui, et encore, il pourrait en dépasser d'autres, hein. Il pourrait dépasser Senna et il peut dépasser Vettel aussi. Ouais. Oui, alors ils sont un peu plus loin. Il faut en faire encore 20 des podiums. Hein. Bah, pour atteindre Vettel, il est, je crois, à 123, 122, ou je crois, où il est à 122 ou 133 podiums dans sa carrière. Je Ouais, sais bah il a plus. encore de la marge. Il y a encore de la marge, Alonso, mais. Ah bah, il suffit que l'Aston Martin elle marche très très bien durant toute la saison, ce qui pour l'instant Et la saison a l'air de prochaine aussi. fonctionner. Faut voir. Allons, ouais. Raikkonen est à 103. Alain Prost à 106. Vettel est à 122. Hein. D'accord. Voilà. Donc j'ai dit un des chiffres bons. Mais je pense Ouais, donc ça, qu'Alonso sera vite dépassé par Max Verstappen. Cette saison, il sera dépassé par Max. C'est clair. Parce que Max est à C'est clair. 79 podiums, il est à un podium d'Ayrton Senna. Ça veut dire que si dans 2 semaines il monte sur le podium à Melbourne, il sera l'égal d'Ayrton Senna en termes de podium. mais ça lui fait qu'à 80 du coup. Ouais, 80 podiums pour Ça lui fait Verstappen. 80 et il restera 20 courses. Donc pour arriver à 100, faut qu'il finisse les 20 dernières, enfin les 20 prochaines courses Au moins sur le podium. troisième. Oui, oui, sur le podium. Sur les 20 prochaines courses. Exactement. Faut pas qu'il casse moteur, faut pas qu'il y ait de soucis en piste. C'est C'est ça. long, hein, 20 courses. Et on se souvient que le premier podium de Max Verstappen, c'était une victoire, c'était en Espagne, c'était en L'Espagne. 2016. Et ouais. Eh ouais. Quand les deux Mercedes. Non. Merci Rosberg. Sept Ah oui, podiums. ah oui, ah oui, Oui. ah oui, les deux Mercedes étaient sortis, oui, effectivement. Oui. Merci C'était beau. 7 Rosberg. podiums en 2016, 4 podiums en 2017, 2, 4, 6, 8, 10, 11 podiums en 2018, 2, 4, 6, 7 podiums en 2019. Ah non, plus que ça, 2, 4, 6, 7, 8, 9 podiums en 2019, pardon, avec Australie, Espagne, Autriche, Allemagne, Hongrie, Singapour, États-Unis, Brésil, Abu Dhabi. 2020, il a fait 2020, il a fait une razzia. 2, 4, 6, 8, 10, 11 podiums en 2020. En 2021, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 podiums en 2021. Et puis tout le reste en 2022. Donc ça fait 19 podiums en 2022. Non, 17 podiums en 2022 et c'est déjà son deuxième podium en 2023.
Voilà, messieurs. Et encore, Euh, elle n'avait qui, racheté. qui en a pas parlé Ah oui, si, on en a parlé. Les McLaren, on en a, on a parlé un peu, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'elles ont. Je trouve que Piastri, il avait un bon coup à jouer s'il n'avait pas eu son accrochage avec Gasly. Il était pas dans le rythme, hein, malheureusement, je crois, Ouais, hein. ce que j'allais dire, est-ce qu'il avait le rythme pour après Je suis pas sûre. parce qu'entre qualif et course, ça fait une différence quand même, hein. Ouais, mais je pense que quand on voit comment il tient bien, hein, franchement, Piastri pour ses débuts, mais après, faut pas s'enflammer, il faut vraiment continuer à confirmer, quoi. Voilà. C'est vrai, et puis il faut qu'il apprenne aussi, hein, c'est que son deuxième Grand Prix en F1, hein. Faut qu'il apprenne, hein. Il est au volant d'une voiture qui n'est pas... voyez, c'est ça que je veux... C'est ça que je veux vous dire. Sinon, pour le reste, bah rien de... Non, après sur la course, Ouais. voilà quoi. Il y a eu le départ et voilà. La Même la remontée de, safety car n'a rien. la remontée de Verstappen et de Leclerc, mais c'est tout, hein. Bah ça c'était prévisible de toute façon. Ça Alors, avait très comment... bien. Capu qui pose une question vraiment très intéressante. Comment McLaren a pu se tromper autant que leur nouvelle soufflerie? Alors, comment McLaren a pu se tromper autant avec la nouvelle soufflerie? Bah, le problème d'une soufflerie capucine, c'est que ça te donne des chiffres A, mais ensuite il faut pouvoir corréler ça avec... On vous laisse, hein, Linkin Atlantis, si vous voulez jouer aux chiffres et aux lettres, on vous laisse, hein. Nous, nous, on s'en va, hein. Ouais, Hein. nous on parlait à faire. Non, du coup, pour répondre à Capucine, en fait, la soufflerie te donne un chiffre A. Et il faut pouvoir le corréler sur la piste. Et ce qui peut se passer, c'est que la soufflerie te donne des très bons chiffres, mais que ce que tu vois sur la piste, c'est pas bon. Exemple Mercedes. Voilà. Et donc, le problème, je pense que c'est ça. Mais le problème, c'est que je pense que l'écart est tellement grand que je dirais pas qu'il faut reprendre la voiture de A à Z, mais il faudrait peut-être qu'ils se concentrent déjà sur la voiture de 2024, McLaren, malheureusement. Qu'ils fassent évoluer leur voiture de 2023 en pensant à 2024. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais, Oui, on est plus sûr que exact. ça, ouais. Sinon, ils vont perdre du temps pour 2023, pour 2024, pour 2025, et ils vont arriver en 2026, ils seront largués. C'est ça. Et ça, c'est malheureux, hein, Puis parce malheureusement, la que McLaren n'est pas à son aise, peu importe le circuit. Le circuit, ouais. hein. Le problème, c'est Et que Mercedes, là, a déjà perdu 2 courses à se battre avec un concept qui ne fonctionne pas aussi. Et puis, bah, je voudrais qu'on déjà, parle... Pardon, ouais, Linky, excuse-moi, excuse-moi. je vais juste apporter vite fait, c'est très rapide, mais pas Mercedes, McLaren, moi, ça me refait penser à ce qui s'est passé en 2017. C'est-à-dire que quand ils avaient le moteur Honda qui était pas fiable, tu vois, ils ont passé longtemps qu'à constamment être derrière, à abandonner, ou soit à faire très peu de résultats. Oui, mais le problème là, c'est que c'est pas une question de fiabilité moteur, c'est une question de voiture. C'est-à-dire que la voiture est mal née, très mal née. Et c'est là que tu te dis que est-ce que... Excusez-moi, un petit ok. Est-ce que Piastri a fait le bon choix de carrière? C'est là que tu te poses la question. Ouais, sur 2 courses, Non, je pas trop déconne. encore le dire. On On verra peut à la pas, fin de la fin on de peut pas l'année. encore le Mais dire, on sait pas. ouais, moi, ce que j'arrive pas à comprendre chez McLaren, c'est que l'année dernière, fin de saison, t'as une voiture qui fonctionne, qui joue la P4 avec Alpine, et que sur la même réglementation, t'arrives à te tromper sur la voiture de l'année suivante. Quand tu vois où est Red Bull aujourd'hui, qui survole le plateau, enfin même tous, hein, à part Red Bull, tous, comment tu peux avoir autant d'écart entre 2 voitures qui ont le même concept d'une année sur l'autre? Ah, Atlantis dit non, le pire c'est Williams. Mais Williams, de toute manière, trust le fond de peloton depuis plusieurs années, de toute manière. Ouais, ça fait un moment, Et hein. puis là, le problème, la situation dans laquelle est James Wolfe, le nouveau patron, hein, bien sûr, vous savez, l'ancien de chez Mercedes, James Wolfe,
L'ancien stratège. Exactement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipe structurante. C'est-à-dire que le directeur technique, François-Xavier de Maison, est parti. Il y en a un autre qui est parti aussi, qui est une pierre angulaire de l'équipe. Donc, ça va pas. Il faut que Williams recrute et recrute les bonnes personnes. Mais j'ai Parce qu'il est confiance tout parce que seul, là. James Wolfe, il était la stratégie chez Mercedes. Et s'il est aussi bon stratège qu'il était la stratégie chez Mercedes, alors Williams devrait pouvoir se relever. Si jamais il passe une annonce, moi je suis libre. Hein. Pas de souci. Je n'ai aucun talent pour aucun de leurs métiers, mais je suis libre. Moi je verrai les courses. J'ai aucun talent, mais recrutez-moi. C'est ça. Mais moi je verrai les courses. Sur le pit lane, impeccable. En inside. Hey Logan, your course was shit. Ta C'est course ça. était une merde. Et là, il dit what the fuck. Non, mais bon, je après. crois que tu vas avoir de la concurrence parce qu'Atlantis c'est aussi Ah mince, disponible. Atlantis aussi. Moi aussi, je veux bien poser ma candidature, donc on va être 3 sur le coup, les gars. Linkin, tu veux Oh, poser ils vont ta mieux. candidature peut-être? J'irai peut-être pas chez Williams, moi, si on me propose Oh, un. Ah, petit bras. wow. Non, Moi franchement, moi, ça serait soit Ferrari, soit Alpine. ah si t'avais le choix, oui. Mais si t'as pas le choix, qu'on te dit il y a que Williams qui te veut, moi j'y vais. Hein. C'est de la F1. Hein. Capucine, pour ma part, non, jamais j'étais dans un paddock durant un week-end. J'ai jamais fait un Grand Prix de Formule 1 de ma vie. Tu vas me dire, j'ai jamais été voir une course de ma vie. C'est le drame de ma vie. Linkin, lui, c'est le Non. spécialiste. Les paddocks, il les connaît très bien en étant gentleman driver. Alors, lui, c'est pour autre chose, mais. Ah, bah, vous voulez on en parlera après, Non, mais. en fin de Euh, débrief, t'inquiète pas. Et moi j'ai Jess, fait le GP de France. toi, oui, Le mais seul GP que j'ai fait, toi, t'as fait France 2018? non, de 2022 l'année dernière. Ah ouais. Ah la J'ai fait France vache. 2022 l'année dernière. J'avais pris du coup les essais, qualifs et courses. Et T'avais pris un avec ça, en passe fait, 3 jours. moi j'avais un passe 3 jours. Et du coup, avec le passe 3 jours, t'avais la possibilité le jeudi après-midi De de faire la pit venir lane. dans la pit lane. Et donc, t'as fait la pit Euh, lane? ouais, un moment magique. Elle était Vraiment magique. Tu vois. J'imagine qu'elle était pleine à craquer, la pit Ah ouais. lane. Plein à craquer, bah, au final, vu que tout le monde passait et avançait, ça allait, mais quand ça stagnait devant les pits, c'était un peu compliqué de voir ce qu'il y avait dedans. Et j'ai même eu la chance, à un moment, à mon deuxième passage dans la pit lane, parce que j'en ai fait deux quand même, je vais revoir, il y a une as qui est sortie en fait, qui sortait avec les mécanos qui étaient sur les roulettes et qui est passé devant moi allez, 50 cm de moi. C'est la première C'était fois une qu'il a... as, mais bon. C'est la première fois qu'il avait une voiture de près. Ça l'a chamboulé, le petit. Ah oui, j'ai presque touché, tu vois. Il a failli Malheureusement, c'était une as, mais... il a failli s'évanouir dans la foule. Non, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé, mais j'avais le doigt sur la caméra. Voilà. Un bout de doigt sur la caméra, on voit quand même la voiture, mais j'ai un bout de doigt C'est sur la pas caméra. possible. Mais t'es RIP. Pierre Richard, toi. Ah ouais, pas loin, franchement. Mais c'est le même week-end où j'ai croisé Théo, où j'ai pas pris la photo. Hein. C'est ce Bah week-end-là. voilà. Tout Voilà, s'explique. c'est exactement là. Et j'en ai fait une belle aussi le dimanche, pendant le tour de formation, donc dans ma tribune, je voulais prendre une photo d'Hamilton qui arrive, parce que j'étais chicane nord. Donc je me suis approché au maximum dans la tribune pour prendre la photo. Je vois une Mercedes arriver, je prends la photo, je remonte, et ben c'était Russell. Pierre Richard. Un week-end exceptionnel. Oh, c'est pas... Oh, le Mais Pierre... sinon, j'ai aimé mon week-end. Purée, le Pierre Richard de nos débriefs. C'est Zeus. Ah ouais, pour le coup. Et attends, Pour en le coup, là, oui. Atlantis, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Bon, voilà. Alors, les Aston Martin, quand même, je finis sur les Aston Martin. On finit ce débrief sur les Aston, les gars. Avant de vous détailler le classement des pilotes et des constructeurs et de revoir les résultats de la course. Mais Aston Martin, on pensait que c'était peut-être un feu de paille, mais ça n'en est pas un. C'est vraiment devenu la deuxième force du plateau. Pour moi, oui. Confirmé. Linkin, tu dis oui ou non, toi? Oui, ah oui, 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 bien sûr. Attends,
tu regardes les chronos, bon, s'il y a bien une équipe qui va chercher Red Bull, c'est bien Aston Martin, hein. Moi, j'ai juste à confirmer sur plus long terme. Je suis pas Oui, contre le voilà. fait qu'il soit deuxième, mais juste à confirmer. Ça fait 2 courses. On va attendre les 5 courses peut-être pour avoir une Donc, vraie, faudra voilà, attendre Miami une pour vision. vous parce que ça tombe à peu près là, la 5e course. Miami, Ouais, Miami. Miami, voir Miami. s'ils arrivent à faire évoluer le concept. Capucine dit deuxième force, mais loin de RB. C'est vrai. Oui, actuellement, c'est ça. Ah bah, tu sais quoi? À Miami, à mon avis, les journaux de Canal, ils vont encore se retrouver dans les piscines et puis ils vont tous y passer, tu vas voir. Les pauvres. On va bien se Vous marrer. savez d'ailleurs que le paddock du Grand Prix de Miami sera installé directement dans le Hard Rock Stadium, hein, le stade des Dolphins de Miami. Donc, donc voilà. Oh merde, oh non, Atlantis, non, c'est pas possible. Oh non, ne va pas nous apporter le drama. Ah, alors là, c'est un peu moins possible, Atlantis quand même. C'est parce que ça voudrait dire qu'il aurait fallu qu'il le jette loin, le téléphone. Moi, j'étais sur une passerelle à ce moment-là. Mais il n'y avait pas de voiture, c'était le jeudi, il n'y avait personne qui roulait. Non, mais quand t'as voulu prendre la photo de... Ah Ah, oui, de la, ah, peut-être de la de la Mercedes, tu Ast. parles, ou alors de la As d'ailleurs. Non, parce que As, t'as pris une vidéo, non pas... Et après, t'as voulu prendre une photo d'Hamilton dans le tour de formation. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, c'était Russell, mais c'est pas grave. J'ai quand même gardé la photo. Terrible. Ça reste une F. Bon, et ben écoutez, je crois qu'on a bien discuté de ce Grand Prix, messieurs. On a bien rigolé On aussi. donne pas la note du coup? Attendez, Ah, attendez. pardon, on ferait On qu'on avait revoit expliqué le comme ça. résultat de la course. Donc Pérez l'a emporté devant Verstappen. Ah si, on n'a pas parlé. Qu'est-ce que vous avez pensé de la critique ouverte de Verstappen envers son équipe? C'est Du trop. fait que il commence à privilégier Pérez. En Non, ils ont fait, pas privilégié Perez, mais c'est trop. en gros, il a dit qu'il n'était pas là pour terminer deuxième. Bon, jusque-là, on ne peut pas lui reprocher de le dire, c'est un compétiteur dans l'âme. Je suis d'accord. Mais il a clairement dit que si il n'a pas terminé premier, c'était de la faute de son équipe. Clairement, il l'a Voilà. dit. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est un peu abusé de sa part, hein, quand même. Et même Alors, la réaction de son père, et les vidéos qui ont tourné où il y a Checo Pérez qui est en train de prendre tout le monde dans les bras. Le père de Verstappen est juste à côté. Il a même pas un regard pour Pérez, même pas une félicitation, rien du tout. Peut-être qu'il a fait hors caméra après. Mais je veux dire, devant les caméras, tu mouilles un peu les formes. Voilà, pour pas que bah, tout le il monde te déteste suffisait de encore voir plus comme déjà te la tête déteste. du papa de Max le samedi quand le fiston a eu la panne mécanique en Q2 Oui, hein, ouais, ouais. aussi. Ça aussi, exécrable, moi, je trouve. Eh oui. Ouais, Euh, mais là, malheureusement, Jos Verstappen ne peut pas en vouloir à Max parce que là, il y est pour rien, quoi, hein. Oui, je suis d'accord, mais même s'il peut pas, enfin, son fils a déjà 2 titres, on est qu'à la deuxième course. Il fait quand même, il remonte quand même à la deuxième place, donc il garde la tête et enfin, il fait la gueule à la fin de la course parce que son fils a pas gagné. Au bout d'un moment, faut arrêter quand même, quoi. Je veux dire, l'année du titre où il gagne son premier titre face à Hamilton, t'as le père d'Hamilton qui vient les féliciter. c'est vrai. Donc Hamilton était abattu, lui, t'as le père d'Hamilton qui vient leur serrer la main et les prendre dans les bras, quand même. Alors que son fils vient de se faire voler, entre guillemets, parce que bon, bref, on va pas revenir dessus. Mais Non, voilà, ne il vient rouvre quand pas même des plaies béantes, Non, s'il te non, plaît. je ne rouvre pas ça, mais il vient quand même les D'ailleurs, féliciter avec le sourire et tout, quoi. Tu parlais d'Abu Dhabi 2021. Vous savez que sur YouTube, vous avez toujours le petit, Ouais. la petite émission décryptée par Laurent Dupin et Franck Mondani sur Abu Dhabi 2021 qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Canal Plus Sport. Et vous allez le voir pendant 20 minutes. Vous allez un petit peu avoir les coulisses de tout ça, l'avis de Franck là-dessus. Donc écoutez bien. Et, voilà. Ouais, mais Alors, je l'ai Capu pas regardé parce que j'ai du mal avec ce passage-là, moi. Capu qui dit RB, Red Bull n'a pas le droit de donner une consigne d'équipe pareille comme ce qu'ils ont donné à Pérez pour se caler sur un tour chrono trop lent. Malheureusement, on le sait, hein, Red Bull est une équipe à qui à la cause de Max Verstappen, on le sait. Mm.
On le sait. Alors effectivement, il y a un futur appel d'offres pour les pneus F1 et pas que F1 d'ailleurs, puisque le manufacturier qui va arriver sera aussi le nouveau manufacturier F2 et F3, puisque c'est comme ça, et ce sera pour 2024. Alors j'imagine que Pirelli va se positionner, mais est-ce que vous Avec voyez le pactole pour avoir le monopole, ça c'est clair. est-ce que vous voyez d'autres manufacturiers de pneus se positionner? Genre Michelin, Bridgestone, Goodyear, Michelin, peut-être? Michelin, ils n'ont très clairement pas l'intention de revenir. Ça, je le sais parce que ils l'ont déjà dit à de maintes reprises. On rappelle notamment, tiens, que juste LinkedIn, on rappelle que Michelin font notamment les pneus pour l'endurance, notamment, et puis ils font aussi les pneus pour le MotoGP, notamment. Ils ont déjà tout ça à MotoGP, donc honnêtement, il faudrait un. Si tu veux vraiment avoir un bon manufacturier qui revienne en Formule 1, ce serait soit Bridgestone ou bien Goodyear. Alors, Là, alors Firestone, Valkyria, c'est ceux qui font les pneus du NASCAR, hein, Firestone. Si je me trompe pas. Les gars, aidez-moi. Firestone, c'est ceux qui font les pneus du NASCAR. Je pourrais pas Fire- te dire. Firestone, je crois, effectivement. Firestone, IndyCar, les pneus Firestone. Pardon. IndyCar. Et alors pour répondre à IndyCar. Capucine, non, je pense pas qu'il y aurait plusieurs manufacturiers parce que justement, c'est pour ça qu'ils ont mis qu'un seul. Justement, avec la course à l'évolution des pneus, ce qui a fait du mal à la F1. Ouais, Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont ce un sera seul. forcément un manufacturier de pneus unique. Oui, Comme... c'est Goodyear hein, qui est le grand manufacturier en NASCAR. Voilà. Bah, merci Valkyria de le confirmer. Valkyria, notre encyclopédie biblique que vous retrouvez dans toutes les bonnes bibliothèques. Et Est-ce ben qu'il voilà. pourrait y en avoir plus comme avant Capucine, Alors, on a déjà les répondu, Diopol, LinkedIn. On a bon, dit que non parce que ce sera forcément manufacture de pneus unique, étant donné aussi Capucine pour te donner un complément de réponse à ce que te disait Zeus. Ce sera aussi le manufacturier de pneus pour la Formule 2 et pour la Formule 3. Donc il faut voilà. Il faut que ce soit un manufacturier unique. hmm. Alors, donc les résultats de la course, on les a fait. Donc les abandons, Alexander Albon et Lance Stroll. Hein, vous voyez les 10 premiers jusqu'au 18e Bottas qui terminait un tour. Max Verstappen, meilleur tour en course. Driver of the Day, Max Verstappen, on l'a dit. Les classements. Donc, Verstappen en tête avec un point d'avance sur Perez. Alonso, 3e devant Sainz, Hamilton, Russell, Stroll, Leclerc, Bottas et Ocon. Vous vous rendez compte? Leclerc, il a 6 points après 2 GP. Combien il en avait l'an dernier après 2 GP, vous vous rappelez? Beaucoup plus puisque il avait gagné à Bahreïn, donc Bah tout simplement. il fait Tout- 25 et puis 18, bah, ça fait 43. Exactement. 43 points contre 6 aujourd'hui. Ouais, c'est énorme, hein. Bah, il point de moins. Ah bah c'est clair. Donc autant dire, je pense que cette année Ferrari en fera 100. Hein. Rien n'est perdu. Et Ça puis fait que deux donc, courses. regardez, du côté des constructeurs, donc Red Bull à 87 points, devant Aston Martin 38, Mercedes 38 également, Alpine 26, non, Ferrari 26, Alpine 8 points, 4 pour Ocon et 4 pour Gasly, Alfa Romeo 4 points, les 4 seuls points de Bottas. Ah, c'est un point, le point de Magnussen, C'est là. ça, Qui vient de marquer. exactement. Williams 1 point, c'était le point d'Albon à Bahreïn. Albon, ouais, c'est Et ça. puis AlphaTauri et McLaren avec 0. Est-ce qu'on est d'accord avec l'ordre du classement constructeur? Bah malheureusement, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que Oui. c'est le nombre de points des écuries qui le détermine, Capucine. Je pense plutôt que tu veux demander ce qu'on serait d'accord pour dire que le classement constructeur, c'est un petit peu la hiérarchie peut-être de cette saison.
Je pense qu'elle n'est pas tout à fait dessinée. Parce que je pense que Alpha Tauri et McLaren sont capables de revenir dans la course. Et puis regardez, entre Alpha Tauri et McLaren et Alpine, il y a que 8 points d'écart. Hein. C'est pas grand-chose. La cinquième place va jouer là avec entre de Alpine et McLaren. C'est ça. Ah non, Capucine, ne t'excuse pas, c'est normal, on arrive à une heure tardive, donc c'est normal, on fait tous des erreurs. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de nos débats. Je rappelle que vous retrouvez The Débrief sur tous nos réseaux sociaux, sur Twitch, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur YouTube en replay notamment. Prochain rendez-vous, effectivement, MotoGP ce week-end au Portugal avec notamment Fabio et Johan qui vont essayer de se battre peut-être pour l'un reconquérir le titre de champion du monde perdu l'an dernier, puis pour l'autre essayer de gagner une course cette année, ce serait bien. Oui. Il serait temps de dire quand même. Voilà, première course au Portugal, dimanche 15h la course hein, sur Canal. Et puis sinon, eh ben nous on se retrouvera le 2 avril certainement à 20h, à 21h pardon, pour débriefer le Grand Prix d'Australie. On vous le dira, peut-être qu'on on le débriefera le soir même du Grand Prix, puisque vous savez que l'Australie aura lieu le matin à 7h du matin. Puis d'ailleurs, ce même week-end, il y aura la F2 et la F3. Les deux catégories vont s'envoler pour l'Australie. Voyez-vous ? Se lever tôt. Bah c'est simple, hein, pour la course de F3, il faudra se lever à 2h du matin. La F2, il faudra peut-être être là aux alentours de 3-4 heures et puis la F1 à 7h. Je rappelle d'ailleurs que ce week-end, n'oubliez pas, on change d'heure. On recule. Non, on avance d'une heure. Et les Australiens, eux, passent à l'heure d'été la semaine... enfin, eux-mêmes, c'est l'heure d'hiver la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, la semaine du Grand Prix, du coup. Oh là là. Eh oui, les Yamaha ont sorti un aileron de F1. C'est vrai, j'avais oublié. La MotoGP va devenir de la F1, de la mini F1. Ils vont mettre 2 roues de plus et puis c'est bon, c'est parti. Hein. Tu sais, tu mets 2 roues à l'avant, une roue à l'arrière. Ou tu fais l'inverse, tu mets 2 roues à l'arrière, une roue à l'avant. Ça. Comme ça, tu as une moto sur 3 roues. Le tricycle, allez, c'est parti. Enfin. C'est ça. Ouais, bon, je pense que les nerfs ont déjà lâché là. C'est ça. C'est ça. Bon, écoutez, à 23h, je crois qu'il est temps qu'on se quitte. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus ce soir regarder Valky, Capu, Atlantis et tous les autres. N'hésitez pas à partager nos lives hein, sur vos réseaux sociaux quand on y est. Comme ça, faites venir du monde. N'hésitez pas à partager aussi le replay de YouTube quand il est mis en ligne. Normalement, ce sera fait demain. Hein, vous inquiétez pas. Je rappelle que toutes nos émissions on peut les revoir sur YouTube. Merci messieurs. Merci Linkin. Merci Zeus. De rien, ouais. À bientôt Zeus. Hein. Bientôt. Tu reviens hein, bien sûr comme d'habitude. Et puis on espère retrouver Louis dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Australie. En espérant qu'il soit pas comme ce petit koala et qu'il se soit pas mis à l'heure australe. Voilà. Il est beau hein, avec sa petite bouille, le Mister Louis. Moi, je l'adore. On l'adore tous, Mister Louis. Voilà, c'était le message qu'on avait de lui dire. On t'aime, Mister Louis. Bon, salut à tous. On se revoit le 2 avril, donc à 21h, dimanche 2 avril, pour le débrief du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Et Linkin Limit. Alors, justement, Linkin Limit, ça va démarrer à partir de la trêve de 4 semaines, hein, puisque alors ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un petit changement. Le deuxième numéro va passer avant le premier parce que malheureusement, Angel a en ce moment beaucoup de travail avant de pouvoir faire mes montages. Donc voilà, ça on le comprend, il n'y a pas de souci. Donc le prochain
le prochain tournage va avoir lieu vendredi dans le Nord. Et donc là, là, je vous emmènerai sur une, entre guillemets, une demi-journée en Formule 4, là c'est monoplace où nos chers pilotes Antoine Hubert, Pierre Gasly et autres ont fait leurs armes. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis là sur ce coup-là, le montage, là c'est moi qui va le faire parce que ça va être assez rapide et ce sera diffusé à ce moment-là. Donc hâte de vous faire découvrir tout ça. Et puis là, autre chose, une petite pensée qui, normalement, sans le week-end dramatique de 94, aurait eu 63 ans aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. Ayrton Senna aurait eu 63 ans. Il est un 21 mars. Le petit Brésilien. Voilà. La légende, Une pensée Ayrton. pour lui et pour l'ensemble des fans brésiliens de Formule 1 qui Voilà. se souviennent aujourd'hui. Voilà. Voilà. Rendez-vous donc au Grand Prix d'Australie le 2 avril à 21h. Salut à tous, ciao. Ciao à Salut à tous. tous. Ah, alors je n'ai pas l'image, vous voyez. Oh, c'est ballot, ça. Mais c'est pas grave. Je... je veux stopper. Je veux stopper le live, s'il vous plaît.